On va commencer à parler de fusion nucléaire. Alors, malheureusement, le début de ce sujet, il est un peu obscur, mais regardez comment papa fait les choses. Ces scientifiques de l'université du Massachusetts, okay, vous savez lequel, a été assassiné. Il s'appelle Nuno Gomes Loureiro, et c'était un spécialiste de la fusion, mais c'était vraiment une très 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 grosse tête, et c'était un humain extraordinaire. Il était doux, il s'intéressait beaucoup à aider les étudiants à comprendre en profondeur des systèmes-là. Et donc, cette personne-là a été assassinée. Ça restait quand même un penseur libre, mais qui restait quand même dans la science communément acceptée. C'était récent, son assassinat, juste mercredi. Oui. Et donc, moi, je ne connaissais pas Nuno Loureiro. Mais cet assassinat me l'a mis devant les yeux et je me suis dit, spécialiste en fusion qui se fait assassiner. Et là, le X m'a mis quelques posts devant la gueule qui parlaient de ces idées qui allaient dans la science éthérique. Et je fais genre, hein? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Science éthérique. Et donc, du coup, je commence à regarder un petit peu le travail de ce professeur. Purée, le terrier de lapin. Oh, le terrier de lapin. Où ça m'a emmené? Donc, je ne savais pas comment faire un fil rouge pour cette émission. Alors, je vais partager avec vous ça dans l'ordre que moi, je l'ai découvert au fur et à mesure que j'ai exploré le sujet. Comme ça, vous voyez un petit peu comment évolue ma pensée dans les recherches aussi. Déjà, malheureusement, une enquête pour homicide a été ouverte après la mort d'un professeur à l'université de Massachusetts. Nuno Gomes Loureiro était un physicien spécialiste de la fusion. Okay? Déjà, triste nouvelle, mais on va comprendre pourquoi c'est important. Et toute cette émission, moi, je lui dédie. Et pourquoi je dis papa fait bien les choses, c'est parce que les anciens te disaient, quand un grand esprit est tué, qu'il soit bien ou mal, il est libéré. Et à partir de là, il peut s'étendre. Donc, moi, je ne connaissais pas. Et le gars, il a été assassiné. Maintenant, il y a des millions de gens qui, d'un coup, ils ont été pris par l'intérêt de la fusion nucléaire, qui est un sujet qui peut vraiment changer le monde. Et qui va changer le monde. Donc, parlons de la fusion nucléaire. Je vais baisser la musique parce que là, on entre dans un sujet très sérieux. On va essayer de vulgariser tout ça au maximum. Les gars, aidez-moi aussi. Essayons d'être les garde-fous les uns des autres pour ne pas aller trop dans des choses techniques et on se comprend que nous-mêmes, tu vois. Alors, la fusion nucléaire est un processus dans lequel deux noyaux atomiques légers, comme ceux de l'hydrogène, se combinent pour former un noyau plus lourd, libérant une quantité d'énergie énorme parce qu'une partie de la masse se transforme en énergie selon E égale mc2. En gros, tu prends deux particules, quand tu les fusionnes, il y a un peu d'énergie qui est relâchée. Okay? De la même façon que quand tu as une autre particule et que tu arrives à diviser, comme le plutonium, là aussi tu as de l'énergie qui est dégagée, mais cette énergie elle est beaucoup plus petite. La fusion nucléaire produit plus d'énergie que la fission nucléaire. La fission nucléaire, c'est la technologie qui utilise les centrales nucléaires d'aujourd'hui. Okay? Et surtout, ils n'utilisent pas du tout les mêmes combustibles. La fusion nucléaire utilise l'hydrogène. Tu vois? Oui, il y a deux types. Hélium, enfin, et ça utilise vraiment la matière légère qui existe partout. Alors, ce phénomène se produit naturellement au cœur des étoiles et constitue une source d'énergie propre, quasi inépuisable et sans réaction en chaîne incontrôlable. Donc, ça veut dire si tu as une centrale de fusion nucléaire, si jamais il y a un truc qui va mal, elle va juste s'éteindre. Elle ne va pas exploser, comme c'est le cas des centrales nucléaires que nous avons maintenant et qui ont besoin de sécurité extraordinaire. Vous avez ici un petit dessin qui l'explique vite fait. Donc, les avantages potentiels des centrales de fusion nucléaire qui utilisent la même technologie que le Soleil. Rappelons-nous, hein, c'est le Soleil et il utilise l'énergie nucléaire, c'est celle-ci, la fusion nucléaire. Okay? Les avantages potentiels énormes. Pas de déchets radioactifs de longue durée, donc c'est une technologie qui ne fait pas de déchets. Pas de risque de réaction en chaîne incontrôlée. S'il y a un truc qui ne va pas, ça s'éteint. Combustible abondant, c'est de l'eau et du lithium qu'on peut trouver dans l'eau de mer, en fait. Ça ne produit pas de CO2 du tout, okay?
et ça produit une énergie colossale. La fusion résout presque entièrement les problèmes politiques, écologiques et sécuritaires associés à la fission. Parce que pour avoir le système qu'on a aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher le plutonium ou l'uranium. Et pour aller le chercher, il faut que l'Occident mette sous contrôle ces pays pour qu'ils puissent vider leurs sources, tu vois ce que je veux dire, sans que ça leur coûte très cher, pour ensuite les envoyer par là, faire des bombes nucléaires et des... voilà. Mais pour comprendre la différence entre fusion nucléaire et fission nucléaire, les bombes nucléaires qu'on avait utilisées, les Hiroshima et Nagasaki, c'était des bombes à fission. La bombe H, qui est aujourd'hui la bombe la plus puissante, c'est une bombe à fusion. Et la différence en termes d'explosion, elle est monstrueuse. Voilà. Alors, je dis ça, on peut faire des bombes avec la fusion nucléaire, mais quand on fait les centrales, elles ne partent pas hors de contrôle. Elles n'ont pas les mêmes caractéristiques que les réactions en chaîne que tu ne peux plus freiner, en fait. Oui, Nico? Ouais, c'était juste dans le principe. Le principe, c'est qu'on relâche le neutron. Ce neutron, il voyage à une vitesse phénoménale dans la fission. Il frappe un atome. Il frappe le noyau se casse, il libère encore des neutrons. Ces neutrons, ils partent à gauche, à droite, ils cassent d'autres atomes. Et c'est là où, à un moment donné, billard, quoi, ouais. Ça fait un effet billard plus exponentiel au niveau de, tu sais, au niveau de trucs cassés qui se sont libérés. C'est là où la fission, elle est dangereuse. Ouais. Voilà, pour peu que ton truc, tu as des espèces d'écluses, pour peu que ton écluse, au lieu d'être réglée comme ça, elle est réglée comme ça, là, tu as des conséquences dramatiques. On a vu Tchernobyl, hein, on a vu ce que ça fait, puis on a vu les bombes nucléaires. Bref. Pourquoi, pour l'instant, on n'a pas de centrale à fusion? La version mainstream, c'est que c'est techniquement pas réalisable. Ma version à moi, c'est que, en fait, si cette énergie existe, elle fait exploser tous les rapports de force qui existent aujourd'hui dans la géopolitique internationale. Voilà. Et ça empêcherait ceux qui veulent garder le pouvoir de pouvoir le garder, parce que plus ou moins chaque État peut être autonome, voire même tu peux faire des petits espaces, des petites communautés. On parle de milliers de personnes, mais des petites communautés et faire des petites centrales. C'est une énergie qui est beaucoup plus simple. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas trouver de contenant. On ne sait pas encore maintenir une réaction de fusion produisant plus d'énergie que l'on consomme pour le confinement de version industrielle et stable. Pourquoi? C'est parce que cette histoire utilise le plasma. On mène la matière au niveau du plasma. Sauf que le plasma, on parle de plus de 100 millions de degrés. 100 millions de degrés, il n'y a pas grand-chose qui peut contenir. Tu vois pas, même ça fait fondre. Voilà, ça fait fondre tout. OK? Et donc, du coup, la seule solution possible, c'est, dis-moi, Rudy, parce que c'est toi le spécialiste. Oui, c'est confinement magnétique, jusqu'ici. Tout est... Voilà, confinement magnétique. Et donc, c'est de maintenir cette boule de plasma en suspension avec une structure électromagnétique qui l'entoure, qui est elle-même alimentée par la fusion nucléaire qu'elle contient. Et donc, c'est comme ça que tu crées un cercle qui permet à la centrale de produire de l'énergie et d'être stable. Et s'il y a un truc qui dérape, il y a le plasma qui cesse de flotter, il touche les parois du contenant et ça crée des dégâts, etc. Mais ça s'arrête après, non? C'est-à-dire que, de ce que je comprends effectivement, donc on a comment elle s'appelle? On a Cadarache, là, comment ça s'appelle, là, cette espèce de projet pharaonique là, du côté de Marseille, qui sont en train de faire depuis une trentaine d'années, et qui marche pas du tout, parce que effectivement, quand on a des tels plasmas qui sont en circulation dans des champs magnétiques, on a une force, je crois que c'est la force de Lorentz, si je dis pas de bêtises, qui fait qu'en gros, quand tu as le courant à l'intérieur de ce plasma, l'électricité, le flux électrique à l'intérieur de ce plasma qui varie, ça crée des énormes forces, et ce sont ces énormes forces, on s'en sert d'ailleurs en technologie pour dans les voitures électriques, on freine les voitures électriques avec ces espèces, je crois que c'est les forces de Lorentz, mais si je dis une connerie, il faudra me corriger dans les commentaires, donc excusez-moi. Donc en gros, quand tu as une petite variation dans ce plasma, ça crée des forces gigantesques, parce qu'effectivement les courants qui circulent là-dedans sont gigantesques, qui font que toute la structure est détruite. De l'avis de Jean-Pierre Petit qui s'était exprimé sur la question, c'est ça. Hein. De l'avis de Jean-Pierre Petit qui s'était exprimé sur la question, il avait fait plusieurs vidéos sur
ce tokamak là, je crois que c'est un tokamak à Kadar. Comment ça s'appelle? Ah merde. Cherchez-moi s'il vous plaît ce grand projet qu'on a du côté de Marseille pour essayer de maîtriser la fusion nucléaire. Bon bah lui il pense que c'est une impasse. Il pense que c'est une impasse parce que ces instabilités ne sont pas prévisibles, ne sont pas contrôlables. Et sa position à lui, qui s'était exprimée sur la question, c'était de dire qu'on avait pris une direction technologique qui était complètement fausse, avec en gros que ces projets-là gigantesques sur des dizaines d'années. Ouais. Avant qu'on devienne trop technique et qu'on aille trop par là. Concrètement, Lorentz, c'est de la science éthérique. C'est-à-dire la science éthérique, c'est l'opposé d'une certaine façon de la relativité. Okay? Donc, c'est très important de comprendre qu'une des raisons pour laquelle... Tu sais quoi? Laissez-moi continuer, vous allez comprendre le problème avec ça, mais parce que je ne voulais pas encore parler. On va parler de Lorentz un peu plus bas, justement. Je parle de lui et de Tesla aussi. Ils avaient des idées en commun, tu vois. Allons-y sans. Donc, c'est ça le problème qu'on a avec le confinement du plasma qui a des températures supérieures à 100 millions de degrés. Voilà, c'est ça, les stellarators, les tokamaks. Voilà, bref, le rendement énergétique, bref, tout ça, c'est des problèmes. Donc, l'assassinat de Nuno Loureiro n'est pas anodin. Cela rappelle la présence de cette force obscure qui ne veut pas que la fusion nucléaire remplace la technologie actuelle. La fusion nucléaire pourrait changer le monde radicalement en termes de rapport de puissance, permettre aux pays en développement d'accélérer le processus de développement en créant des opportunités économiques locales, réduisant l'immigration, entre autres. Vous comprenez? Donc, avant d'aller à la suite, j'aimerais parler de la réalité énergétique de la fusion nucléaire et l'impact que ça pourrait avoir dans le monde. Mais avant, Nico, oui, dis ce que tu avais à dire, pardon. Oui, non, mais c'était pour dire, on a eu des profondes conversations il y a peut-être 2 ans de ça avec toi. Et pour conclure que le monde est organisé tel qu'il est organisé parce qu'il y a eu un choix sciemment fait de faire de l'énergie une denrée de rareté et de, comment on appelle, de pénurie plutôt qu'une denrée abondante. Et moi, je suis particulièrement ému par ces sujets, juste avant que tu continues, parce qu'en 2006, quand je passais mon bac, je me rappelle comme aujourd'hui d'une conversation que j'ai eu avec un ami, et j'ai dit la prochaine phase d'évolution de l'humanité, ce sera le passage de la fission à la fusion. Bon, c'est tout ce que j'ai dit. Et c'était comme ça, j'ai dit ça comme ça. Tu vois, si tu vas plus loin, dans un concept, tu détruis, dans l'autre concept, tu unis. Tu vois ce que je veux dire? Bref, la réalité énergétique de la fusion nucléaire. Si la fusion devient viable dans les 10 à 15 prochaines années, elle ne se contentera pas de supplanter une industrie, elle rendra obsolète l'ensemble de l'infrastructure énergétique mondiale actuelle, tout évalué à 8 000 milliards d'euros. Une centrale à fusion utilise du deutérium extrait de l'eau de mer en quantité pratiquement infinie. 1 litre d'eau de mer contient suffisamment de deutérium pour produire l'équivalent énergétique de 300 litres d'essence. 1 litre d'eau de mer. Le tritium est produit par des réactions avec du lithium qui est abondant. La matière première est inépuisable, décentralisée, gratuite et accessible à tous les pays sans dépendance géopolitique. Mais l'industrie fossile repose fondamentalement sur une rareté contrôlée, merci Nico, et une dépendance géopolitique. Le pétrole et le gaz sont géographiquement concentrés au Moyen-Orient, en Russie et au Texas, ce qui permet de contrôler les prix via l'OPEP. Les grandes compagnies pétrolières génèrent plus de 200 milliards de dollars de bénéfices annuels, 200 milliards par an, hein? C'est pas un SMIC, ça. Car elles contrôlent l'extraction, le raffinage et la distribution d'une ressource rare que tout le monde doit acheter. Ajoutez à ça l'industrie de la guerre et l'armée qui sert à sécuriser l'infrastructure énergique. La plupart des guerres qui existent dans le monde, c'est pour l'énergie. L'armée, c'est le garde du corps de l'État qui va envoyer ses scientifiques pour aller exploiter l'énergie d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément ce qu'on cherche chez nous, tu vois. Et un petit rappel, c'est que le ministère qui a le niveau d'accréditation au secret d'État le plus élevé aux États-Unis, c'est le ministère de l'Énergie. Et ça, c'est important de le rappeler. On en a parlé dans une émission déjà. Exactement. Alors, la fusion nucléaire
détruit ce modèle en rendant l'énergie abondante et décentralisée. Tout pays ayant accès à l'eau de mer peut produire son propre deutérium et construire des réacteurs à fusion. Plus besoin d'importer du pétrole, donc beaucoup plus environnemental, parce que tu n'as pas besoin de transporter l'énergie. À ce point, pas comme on fait maintenant. Plus de dépendance vis-à-vis du détroit d'Ormuz, plus d'influence géopolitique basée sur des réserves énergétiques. Les prix de l'énergie s'effondreraient une fois les réacteurs à fusion amortis, car le coût marginal du combustible est pratiquement nul. Donc ça veut dire que c'est une énergie qu'une fois que la centrale est faite, tu payes des factures d'électricité, mais une fois que la centrale est amortie, bah, en fait, le coût du carburant est pratiquement nul parce qu'il ne coûte rien à extraire, en fait. Faut rajouter à ceci quand même deux choses. Donc, tu parlais qu'il n'y avait pas de déchets nucléaires. Donc ça, c'est très bien parce qu'on s'imagine tout de suite la problématique de gestion des déchets nucléaires, donc la problématique environnementale, il y a tout ça, mais il y a une autre problématique qui est la problématique que ces déchets nucléaires peuvent servir de combustible à créer des bombes atomiques, et notamment des bombes sales. Et qu'il y a un véritable enjeu à contrôler tous ces déchets, parce que s'il suffit qu'il y ait quelques bidons qui partent à gauche, à droite et qui tombent dans les mauvaises mains avec des scientifiques compétents, et tu peux te retrouver avec des bombes nucléaires qui sont le déchet nucléaire, nature, c'est une patate chaude. En gros, que tu gardes après. Et oui, c'est une patate chaude qui, à un moment, patate chaude dans le sens où si tu la laisses tomber, ça se mange plus après. C'est dangereux, ça peut te revenir dans la gueule, mais que tu veux pas non plus garder parce que c'est dangereux, tu vois. Et ça coûte de protéger ça. Ouais. Ça coûte de protéger ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un enjeu géopolitique qui est majeur. J'avais entendu une interview de je sais plus qui, je crois que c'était chez Idriss Aberkan que j'avais entendu ça, qu'à un moment donné, lorsqu'il a été question de faire de la fission nucléaire avec les réacteurs à uranium qu'on connaît aujourd'hui, il y avait plusieurs voies qui étaient possibles. Donc il y avait l'uranium, il y a le thorium aussi, qui est une voie qui est en train d'explorer par la Chine, et que en fait les scientifiques ont choisi. Pas les scientifiques, les militaires ont choisi d'aller dans l'uranium parce que la fission à uranium produit du plutonium et le plutonium est utilisé pour faire des armes nucléaires. Et que en gros, c'est cette voie qui a été choisie alors qu'il y avait une voie beaucoup plus propre et beaucoup plus simple qui était possible. Se disent d'une pierre deux coups, quoi. Bah voilà, on arrive comme ça. Donc avec cette espèce de cynisme militariste, on se retrouve avec aujourd'hui. Mais tu te rends compte comment c'est juste est-ce qu'on se rend compte, c'est-à-dire en utilisant l'énergie que j'utilise en France, l'électricité. J'utilise l'énergie de l'EDF. L'EDF, c'est beaucoup nucléaire. Ce nucléaire produit des déchets qui sont ensuite utilisés pour créer des bombes nucléaires. Donc ça veut dire, moi, en allumant ma lumière, simplement en faisant ce geste, je deviens complice à l'armement nucléaire de la France. Non mais tu te rends compte du système de merde ? Oui, c'est très très vicié, c'est très très pourri au cœur de la pomme. Quoi. Vous vous rappelez, Harout et Marout, tu n'étais pas là, Rudy, mais j'espère que tu l'as regardé. Tu sais, c'est genre, nous, on vous donne une tentation, mais ne soyez pas mécréants, tu vois, genre, on vit dans cette réalité-là, où on est tenté, le confort de vie aujourd'hui, il est entouré de trucs qui te la mettent à l'envers à la fin. Et le pire, parce c'est que qu'il y tu deviens une alternative. On aurait pu avoir sur cette question-là le confort sans la prolifération nucléaire derrière. Donc c'est-à-dire le cynisme est d'autant plus amplifié par cette réalisation-là, quoi. Ouais. Alors, pour revenir, un dernier détail. Comprenez ce que cela signifie pour des entités comme ExxonMobil qui possèdent 22 milliards de barils de réserves de pétrole évaluées à 1500 milliards de dollars. Tu as une centrale à fusion qui est annoncée fonctionnelle, ça, zéro. 1500 milliards devient zéro. Donc, croyez-moi, il y a des intérêts, il y a des gens qui ont des intérêts à ce que ces technologies ne sortent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, l'assassinat de Nuno Loureiro n'est pas anodin. Et ce gars-là, il avait quelque chose de différent et il avançait bien. Pourquoi ? Parce que lui-même n'hésitait pas à aller dans la direction de ce qu'on appelle la science éthérique, qui était apparemment la science de base, communément acceptée, avant que la relativité restreinte d'Einstein arrive. Donc, et du fait que lui, il avait changé un peu son point de vue et il n'hésitait pas d'utiliser des idées qui venaient de la science éthérique, et ben en fait, ça lui permettait d'avancer plus vite dans cette question de confinement magnétique, en fait. Donc parlons-en. Juste pour préciser, la science éthérique, ouais.
Est-ce que c'est un domaine de la science qui inclut l'éther comme un élément? C'est ça. En gros, c'est ça, ouais. Ça inclut l'éther, c'est-à-dire jusqu'au début du siècle dernier, 1910-12 par là, l'éther était considéré comme un élément et c'était considéré aussi comme un référentiel absolu. Alors qu'Einstein l'a dit, il n'y a pas de référentiel absolu. Mais justement, les gars, ça devient technique si on le balance entre la poire et le fromage. Allons-y progressivement. On a vu les effets que ça pourrait avoir. Il faut comprendre que si Loureiro et son équipe réussissaient à modéliser précisément ces instabilités, non, pardon, j'ai sauté un paragraphe. Si la fusion devient viable, ces réserves deviendront du jour au lendemain des actifs immobilisés sans valeur et leurs infrastructures de raffinage, pipeline, pétroliers, stations de service, toutes ces infrastructures deviendront obsolètes en une génération. Il faut comprendre que si Loureiro et son équipe réussissaient à modéliser précisément ces instabilités et à développer des techniques de contrôle actif via l'IA et un environnement stable pour le plasma, cela réduirait le délai de commercialisation de la fusion de 5 à 10 ans. À savoir qu'on est à 15 ans de l'avoir, donc ça voudrait dire qu'avec les travaux de Loureiro, on aurait pu commencer à parler de centrales à fusion d'ici 5 ans. Donc demain, quoi. En fait, c'est très très proche dans le futur. Avec toutes les répercussions que ça peut avoir. Et restez avec moi parce qu'en ce moment, il y a une force qui apparemment a envie de libérer cette idée de fusion nucléaire. Mais avant de continuer, moi j'ai une petite réflexion. Je crois que nous sommes quelques années avant les premières centrales nucléaires qui utilisent la fusion au lieu de la fission nucléaire. Donc regardons cette petite vidéo qui est sortie aujourd'hui. La fusion nucléaire a toujours existé, nous dit David Nunes, qui est dans le gouvernement Trump. Voilà. Maintenant, il est parti, mais regarde, c'est marqué en dessous. Il est chef du groupe technologique et de Trump Media. Donc, il a juste changé de chemise, quoi, mais c'est le même. Alors, la fusion nucléaire a toujours existé, comme le fait le Soleil. C'est vraiment le Saint Graal. Nous n'avons pas encore réussi à l'exploiter car nous n'avons pas la technologie ou la science. Mais c'est la différence entre TAE. Donc TAE, c'est anciennement Tri-Alpha Energy, fondée en 1998, qui est une entreprise américaine basée en Californie qui travaille sur la fusion nucléaire, etc., etc. Donc voilà, c'est ça, TAE, c'est cette entité-là. Donc, mais c'est la différence entre TAE et toutes les autres entreprises nucléaires dans le monde. C'est la seule qui ne dépendra pas de terres rares, qui n'aura pas besoin de s'appuyer sur une multitude d'aimants. Une multitude d'aimants, et c'est la seule entreprise qui a réellement construit quelque chose. Ce qui nous a le plus impressionné, ce n'est pas seulement tous les scientifiques qui avaient travaillé avec des financements privés, uniquement des financements privés, je dois dire. Et maintenant, ce qu'ils cherchent à faire, c'est qu'ils ont besoin d'un moyen d'accéder au marché public. Nous leur offrons cette opportunité d'accéder au marché public. Et je voudrais simplement encourager tout le monde vraiment à regarder cette entreprise. Je pense que quand vous regardez aux USA et autour du monde, c'est l'entreprise de fusion nucléaire la plus prestigieuse au monde, sans doute. Donc, en gros, pourquoi on parle de ça? C'est parce que Trump vient d'acquérir TAE. En gros, il y a eu un échange et Trump se concentre pour donner de l'impact à cette compagnie-là, qui est une des plus sérieuses, on va dire, en recherche de fusion nucléaire aux États-Unis. Donc Trump en tant que président ou Trump en tant que particulier Il ne peut pas en tant que particulier, il ne peut plus faire des choses comme ça en tant que particulier. Ok. Donc, attends, j'avais trouvé ça où? Je vais trouver la source. Trump just acquired Crown Jewel Tri-Alpha Energy. So, 18 décembre 2025, c'était hier. Alors, je vais lire. Pourquoi est-ce important? TAE, cette entreprise, ne se contente pas de faire de la fusion chaude plasma, il développe la fusion froide également. Ils n'ont pas besoin d'hélium 3 provenant de la Lune qui est rare sur Terre, ils utilisent du bore 11 qui est bien plus courant.
La fusion aneutronique signifie pas de neutrons, donc peu de chaleur, radiation et pas de cycle vapeur. Ils convertissent directement en électricité. C'est bien plus efficace que les autres méthodes de fusion. Donc eux, ils travaillent carrément sur la fusion froide, quoi. Voilà. En tout cas, c'est de la fusion nucléaire. Et Trump, il est allé avec eux. Tu veux que je demande à GPT parce que je t'avoue que j'ai pas. Écoute, peut-être, ouais. Mais ce qui est aussi important là, qui n'était pas dans la liste, c'est ce qu'il disait dans la vidéo, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de terres rares pour faire ça. Donc terres rares, on sait que c'est un gros enjeu technologique en ce moment, qui est notamment dans les mains de la Chine, avec beaucoup de choses en Afghanistan. Il y avait la famille Biden, notamment Hunter Biden, qui traînait là-dedans. On avait couvert ça dans les années passées. Donc, en gros, ça enlève encore, tu vois, ça dénoue ces intrications géopolitiques qui fait que tel pays... parce que si jamais c'est pour remplacer le pétrole par des guerres pour aller chercher des terres rares qui sont nécessaires pour aller faire de la fusion nucléaire, on se retrouve dans la même merde qu'avant, quoi. Et là, il nous dit que la technologie qu'ils utilisent n'a pas ce besoin-là. Donc, c'est aussi un des éléments très importants de la vidéo. Donc... il s'agirait d'une fusion accord commercial entre Trump Media et Technology Group et TAE. Donc, c'est bien le groupe de Trump qui l'a... Bon, voilà. Donc, objectif annoncé, accélérer la commercialisation de la fusion nucléaire. Officiellement annoncé par le groupe Trump. Voilà. Wow. Qui dirige le nouveau groupe? David Nunes. Et Donald Trump Jr. devrait jouer un rôle sur le conseil d'administration. Etc., etc. Bon, après le reste, mais en tout cas, l'information, voilà, là, tu as AP qui confirme Trump Media to merge with nuclear power fusion company that wants to power AI. Bon. Mais c'est dingue, en fait. Parce que quand tu réfléchis entre les Chinois qui font du thorium, donc ça, c'est actuel, hein. Apparemment, ils ont une centrale qui est fonctionnelle. Les États-Unis qui sont, dans quelques années, si jamais ça se confirme, qu'il y a une fusion nucléaire, enfin, la face du monde va en être et changer d'une manière complètement radicale qu'on n'arrive même pas à imaginer. Mais d'un autre côté, ça va aussi dans le sens d'une abondance d'énergie qui va servir à alimenter des IA, des serveurs tout puissants. Donc je veux dire, la pièce a deux côtés, quoi. La médaille a deux revers. Comme toutes les médailles. C'est pas ça, c'est une technologie qui pourrait libérer le monde et il y a plus de chances qu'elle libère le monde plutôt qu'elle la détruise. Mais moi, ça m'a fait réfléchir à quelque chose. Concrètement, il s'agirait d'utiliser la technologie que le Soleil utilise, technologie naturelle de la fusion nucléaire. Et donc, concrètement, ça reviendrait à créer des mini-soleils sur la Terre, dans des environnements contrôlés, pour les exploiter. Est-ce que, excuse-moi, je ne sais pas si tu vas dans cette direction-là, mais est-ce que au niveau symbolique, c'est pas quelque chose d'énorme là par rapport à l'Apocalypse, le retour du Christ sur Justement. Terre, enfin, tu sais, c'est énorme. Ok, il y a quelque chose de ce Attends, côté-là. mais c'est pas forcément comme tu le vois. Moi, j'ai un passage de l'Apocalypse qui m'est venu sur la tête, c'est elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et ça parle de la bête. Qui opère des... Voilà. Et à mes yeux, c'est ça qui est en train d'arriver, parce que la bête, elle est présente. Enfin, les gens verront la bête comme quelque chose de salvateur. C'est ce que la Bible dit. Ok? Ils glorifieront la bête et ils diront qui est comme la bête, etc., etc. Et là, la bête, il est écrit qu'elle opérait des grands prodiges jusqu'à descendre du feu du ciel. Le feu, à l'époque, c'est une façon de mesurer. C'était l'énergie, quoi. C'est l'énergie, c'est comme ça. Donc, du feu du ciel. Bon. Il y a combien de feux dans le ciel? Bon, soleil. Donc, du feu du ciel sur la terre. Donc, ça veut dire celui qui est en train d'opérer ça, c'est la bête. Ça veut dire que cette fusion nucléaire sera utilisée pour séduire l'humanité. Et pour déchirer la prostituée. Parce que c'est ça aussi qu'a fait la bête. Non. Oui, justement, après, il faut se rappeler, parce qu'on va dire, oui, mais la bête, c'est méchant et tout. Dans la Bible, c'est pas noir et blanc. Le véritable sens de la Bible, depuis le début, on parlait de Moïse tout à l'heure, et on va voir ça justement au live spécial Noël. Depuis Moïse, on va dire que c'est une question d'équilibre, toujours. C'est... putain, merde, je me suis perdu dans ce que je disais là. Je parlais de l'émission de Noël. Bref, je me suis perdu. La Bible, en tout cas, la Bible, elle dit exactement pour ce passage de la bête, la Bible elle-même dit que c'est Dieu qui a mis ses descendants dans le cœur.
Exactement. de la Donc la Bible, si tu veux, elle est non-binaire, j'allais dire. Pas non-binaire, mais elle n'est pas, comment tu dis Manichéenne. non, gauche ou tout blanc, droite, tout noir. haut, bas, dual. Elle est non-duelle. Le message originel de la Bible est non-dual. Parce que dès le début, il t'explique qu'il y a les eaux d'en bas et il y a les eaux d'en haut. Ou l'inverse. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y a le jour, il y a la nuit. Tu vois. Et il y a ça, il y a ça. Il y a l'homme, il y a la femme. Tu vois. C'est donc, il y a... Mais Dieu, c'est de là qui vient les polarités. Mais Dieu, lui, il n'a pas de polarité. Il n'a pas de polarité. Il Voilà. est. Donc, bref, c'est pour ça, mais il est écrit que la bête, à un moment donné, recevra l'autorité pour mener le jugement de Dieu. Donc, le jugement de Dieu vers l'humanité. J'aimerais le rappeler, donc si vous voulez, je vous lis le passage. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein à la bête, les 10 cornes et la bête. Dieu a mis dans son cœur de donner leur royauté à la bête jusqu'à les paroles de Dieu soient accomplies. Concrètement, ce qu'il te dit, c'est que la bête, c'est le jugement de l'humanité. L'humanité va recevoir ce qu'elle a toujours voulu recevoir, mériter, un sauveur extérieur. Ça sera ça. Voilà. Et malheureusement, il semblerait que cette histoire de fusion nucléaire va dans ce sens-là et sera utilisée pour séduire l'humanité vers un style de vie encore technologique et encore avec des contraintes. Voilà, des contraintes qui vont dans le sens inverse de ce qu'on devrait faire avec la nature, tu vois, vivre ensemble avec elle. Et pas être esclave de la technologie, tu vois. Donc moi, je mets cette réflexion parce que ça m'a fait réfléchir à ça. Enfin, pour moi, le sens là est littéral. Il descend du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. En gros, on va avoir des mini-soleils sur la terre, oui. Parce que, je veux dire, si on va dans le sens qui est décrit, effectivement, abondance énergétique, c'est super. Une fois qu'on a payé la centrale, on n'a plus besoin, finalement, on a d'énergie gratuite. Sauf qu'il y a toujours un compteur, sauf qu'il y a toujours des fils électriques qui t'amènent de l'électricité dans ta maison, sauf qu'il y a toujours cette dépendance, sauf que c'est comme les autoroutes en France. Les autoroutes, une fois qu'elles sont amorties, il n'y a pas grand-chose à faire. Et pourtant, les autoroutes, ça coûte une blinde. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, une fois qu'on les a amorties, il y a qu'on l'a vendu au petit copain, et puis maintenant, le petit copain, il te fait les tarifs qu'il veut, et que donc, du coup, pour circuler sur une autoroute, ça coûte une blinde, même si l'autoroute, c'est déjà nous qui l'avons payé, nous, en tant que peuple. Donc, est-ce que c'est vraiment la solution ? Enfin... Non, la fusion nucléaire, ça ne brise pas les chaînes de l'humanité, j'ai l'impression, cette histoire-là. En fait, c'est une opportunité. Mais moi, je pense que c'est une opportunité que l'humanité a toujours prouvé quand il y a des opportunités comme ça, elle fait toujours le mauvais choix. Et on crée le nucléaire, on va prendre la fission nucléaire, pas la fusion. OK. Mais du coup, on fait quoi avec ça ? On fait des centrales ou des armes ? On fait d'abord des armes. Mais du coup, il faut faire des centrales pour qu'on puisse produire les armes derrière. Tu vois ce que je veux dire ? L'IA, elle a été rendue publique pour manipuler l'humain. Il y en a beaucoup qui le voient comme un outil, mais si tu n'es pas conscient de ce que tu es en train d'utiliser, c'est l'IA qui t'utilise. Tu vois ce que je veux dire ? C'est nous qui sommes les créateurs du sens de quelque chose, de n'importe quoi, de n'importe quel outil que l'on crée. Et donc, dans cette situation-là... C'est notre mentalité qui détermine quelle nature à quoi il va servir. Tu prends une humanité, c'est exactement ça, Nico. Donc imagine l'humanité, la gueule qu'elle a aujourd'hui, et tu lui dis, tiens, prends plein d'énergie. Qu'est-ce que tu vas faire avec ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc dans l'absolu, c'est une bonne idée. Je suis excité parce que je sais qu'on va le voir arriver. Je sais qu'on va vivre cette période où ça sera super, etc. Mais il y a un mais. Je garde un œil. La Bible, elle me prévient, elle me dit, fais gaffe, ça a l'air sexy, ça a l'air intéressant, mais c'est quand même la bête. Okay? Donc, Dieu a mis dans son cœur de faire un dessin, etc., mais je ne suis pas la bête et je ne devrais pas m'impliquer à tout ça parce que, un peu plus tard, il est écrit que celui qui a des oreilles entende, celui qui versera le sang, son sang sera versé également. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est si tu vis par l'épée, tu seras tué par l'épée. Voilà, si tu juges, tu seras jugé, etc., etc. Alors, je mets ça juste dans l'air pour rappeler. C'est vraiment un rappel
important, parce que moi, c'est comme ça que je comprends la Bible. Elle me dit de faire attention, pas de juger, pas de dire que c'est négatif, pas de dire que ça va tuer le monde, mais de dire que c'est une tentation, que certains sauront maîtriser et que d'autres pas. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, les gars, une science perdue qui revient. L'éther. On y va là? Suivre le petit lapin blanc? Allons-y, son. Nuno Loureiro était donc spécialiste en fusion nucléaire, qui la rendait inévitable, et enfin inévitablement spécialiste dans le plasma, mais il était également très fort en mécanique des fluides. Cela dit, il avait une approche différente sur ces sujets. Là, on va dans le technique, mais on va le rendre comestible, et vous allez vite comprendre pourquoi cet homme était si important. Nuno Loureiro étudiait principalement la dynamique collective des plasmas, c'est-à-dire la façon dont ils se comportent à grande échelle comme un fluide continu plutôt que comme un ensemble d'électrons et d'ions individuels. Autrement dit, Loureiro travaillait sur le moment où le plasma cesse d'être intelligible comme des particules et devient intelligible comme un milieu dynamique, avec ses propres lois, structures et comportements collectifs. Là, je n'ai pas eu le temps de traduire, mais là, vous avez le passage, le timecode du passage. Et vous avez toute la vidéo pour écouter un petit peu de quoi il parle, ce monsieur. Il est vraiment super intéressant. C'est une de ses vidéos récentes avant qu'il soit malheureusement assassiné. Alors, il utilisait ces choses, ces idées. Il utilisait pour cela des modèles théoriques et numériques très avancés qui relie la description microscopique, cinétique, et la description du fluide, la MHD, selon l'échelle du phénomène étudié. Ces travaux permettent de mieux comprendre et maîtriser le comportement du plasma dans des contextes comme la fusion nucléaire contrôlée et offrent aussi un éclairage conceptuel intéressant dans certains régimes. Pourquoi cela est si important? Parce que cela remet en question la physique des particules. L'idée que les briques fondamentales sont toujours les particules et va plus dans le sens de la physique éthérique. Et c'est là où on entre en profondeur dans le terrier du lapin. C'est-à-dire que ça soit la MHD, elle vient de la science éthérique. Et vous allez comprendre la différence entre la science éthérique et la physique, la relativité, justement. Mais c'est là où je suis tombé dans ce terrier de lapin. Je me dis, wow! La MHD, pourquoi elle a été combattue jusqu'à là? Pas parce que Jean-Pierre Petit était fou, pas parce que c'est une connerie, mais parce que ça frottait dans la gueule des scientifiques la réalité de la science éthérique, qu'ils ne peuvent pas ignorer, même si Einstein leur a dit de l'ignorer. Tu vois le délire? Et donc, ce professeur, en utilisant une façon de réfléchir qui voit la réalité comme éther étant le contenant, et du coup tout ce qui est à l'intérieur interagit avec le contenant, ça lui permettait d'avoir une vision plus complète et donc d'avancer beaucoup plus vite dans les travaux de fusion nucléaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il avait les bonnes bases pour la réflexion. Donc pour résumer en 2 secondes, avant on pensait qu'il y avait l'éther, donc une espèce de fluide subtil. Je vais expliquer après ce qu'est l'éther. Je vais expliquer après ce qu'est l'éther, mais j'explique déjà cette différence entre la physique moderne et la physique éthérique qui est celle qui dominait il y a un siècle. Okay? Et qu'elle a disparu même, on n'en parle plus. Mais Lorentz, c'était quelqu'un qui a posé les bases, les mathématiques de la MHD. Et c'était quelqu'un qui était dans la science de l'éther. Alors, qu'est-ce que la science éthérique qui a été perdue puis cachée? Donc déjà, je vous rappelle, on avait fait un Y-file, civilisation prédiluvienne, et on avait parlé de l'éther. Et ça, c'est le symbole de l'éther, justement. Ce qu'on appelle l'étoile de David avec un point au centre, c'est le symbole de l'éther. Pourquoi? Parce que ce sont ces 4 symboles qui symbolisent les 4 éléments. La terre, le feu, l'eau, l'air. Une force, enfin, une matière en bas, quelque chose en haut, une force qui pousse vers le haut, une force qui pousse vers le bas. Tu mets tout ça ensemble, ping, ça te fait ça.
Alors, j'ai demandé des informations à GPT sur cette science, mais j'ai dû prendre des très longs détours pour contourner les filtres. Parce que GPT, il avait un problème avec la science éthérique. Il avait absolument besoin de me confirmer que c'est de la merde, que je ne devrais pas m'en intéresser. Et du coup, j'ai commencé à lui poser des questions, etc. Et puis, je l'ai emmené à parler de ça, mais en lui disant, hey, regarde là-bas, je lui ai mis un sujet principal différent, et le sujet éther, c'est devenu secondaire. Et donc, du coup, en le mettant en secondaire, pas important, peut-être il y avait moins de filtres dedans, je ne sais pas, mais j'ai réussi à avoir une conversation assez cohérente avec lui. Et je vous ai mis le lien ici si jamais vous voulez explorer. C'est un peu long, mais vous avez tout ce que j'écris ici, et beaucoup plus même. Surtout voir un peu comment j'arrive à le diriger pour qu'il ne me casse pas trop les testicules avec ses filtres et sa bien-pensance. GPT me dit, la physique éthérique désignait à l'origine, au XIXe siècle, l'idée d'un milieu continu, l'éther, remplissant l'espace et servant de support aux ondes lumineuses. Dans ce cadre, l'éther était pensé comme un substance matériel fin, un véritable contenant absolu, fournissant un état de repos universel. Cette vision a profondément structuré la physique classique jusqu'au début du XXe siècle. Donc les gars, c'est pas vieux. Elle a toutefois été abandonnée après l'échec des tentatives expérimentales pour détecter un tel référentiel absolu, notamment l'expérience de Michelson-Morley. On verra ces choses-là peut-être dans une autre émission, mais là, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est la science de l'éther. Puis remplacée conceptuellement par la relativité restreinte d'Einstein en 1905, qui supprimait la nécessité d'un support mécanique en comportement de la lumière dans le vide. Donc, en gros, ce que ça m'a rappelé, c'est que la science de l'éther, elle te dit, imaginez que nous sommes des poissons et que nous essayons de voir l'eau. L'éther, c'est l'équivalent, l'éther pour nous, c'est la même chose que l'eau pour les poissons. Est-ce que le poisson peut voir l'eau dans laquelle il nage? Non? Donc, il fait partie de... c'est le contenant de son existence à travers lequel la lumière passe, il ne peut pas le voir. L'éther, c'est l'équivalent pour nous. D'accord? Et la science confirmait l'existence d'une telle chose et les expériences fonctionnaient et tout. Et puis tu as Einstein qui dit non, il n'y a pas ça. C'est le vide. Je vais appeler ça l'espace-temps. Je vais appeler ça l'espace-temps. Ouais. Bah, ce que je veux dire, petite parenthèse, on nous a dit que c'était le vide, et puis on se rend compte qu'en fait, ce vide, même dans la science, on va dire, actuelle, officielle, que ce vide, il est tout sauf vide. Qu'il y a des quantités d'énergie invraisemblables dans ce vide, que ce vide est un support dans lequel émergent, tiens, ça c'est le sujet dont tu voudras parler la semaine prochaine, je crois, émergent à partir de rien des particules et des antiparticules avant de se reformer ensemble. Donc que ce vide est absolument pas vide. C'est pas genre, il y a rien, il y a des tonnes de choses qui s'y passent, mais nous on appelle ça du vide. Des vibrations, il y a... Voilà. On nous parle de l'expansion de l'espace, tu sais, de l'étirement de l'espace. C'est pour ça que certaines choses se déplacent plus vite que la vitesse de la lumière. Alors, comment le vide pourrait le faire? Tu vois ce que je veux dire? Bah justement, je suis parti dans mon délire. Ouais. C'est assez particulier, mais en tout cas, attention, la physique d'Einstein est correcte, mais elle n'est pas complète. Et au lieu d'être ajouté pour dire il existe deux façons de voir la science, la façon dont tu te concentres au contenant et la façon que tu te concentres au contenu, les deux sont bonnes, les deux fonctionnent, mais l'un ne devrait pas annuler l'autre. Et Einstein, il dit non. Enfin, c'est même pas Einstein, il a été poussé, je pense, à l'époque. Vous allez voir pourquoi. Il dit non. Il n'y a pas de contenant. Voilà. Il y a un truc qu'on va appeler espace-temps et puis c'est tout. Et il ne voulait pas lui donner... Vous allez voir où pose le problème, vous allez voir, c'est une question spirituelle. Parce que c'est là où ça devient piquant. La relativité générale, 1915, a ensuite créé un basculement important. Elle introduisait un espace-temps dynamique doté de propriétés physiques. Il se courbe, transporte de l'énergie, influence la matière, mais sans référentiel absolu. Donc ça veut dire quand Einstein a proposé cette idée, il y a eu de la pression scientifique autour. Et il a dû réadapter un petit peu son idée pour dire, bon ok, l'idée de l'éther on garde parce que l'espace-temps se comporte un peu comme l'éther, mais le référentiel absolu n'existe pas.
Et il était fervent opposant de ça. Il te dit non, tout est relatif et l'observation dépend de l'observateur. Et tout est relatif. Alors que l'éther te dit non, il y a un référentiel absolu. Est-ce que vous comprenez la différence philosophique entre ces deux façons de penser? Autrement dit, Einstein a rejeté l'éther classique tout en décrivant un contenant physique actif, un espace-temps géométrique, plutôt qu'un fluide matériel. Aujourd'hui, certaines approches physiques modernes, donc la théorie des champs, description fluide du plasma, modèle de milieu effectif, montrent qu'à certaines échelles, des systèmes se comportent comme des continuités dynamiques plutôt que comme de simples assemblages de particules. Donc, il te dit même l'expérience. Elle te dit que l'éther existe. Parce que la matière mise dans un certain état montre que, se comporte comme si l'éther existait. Cela fait que l'intuition d'un substrat continu porteur de dynamique réapparaît, non pas comme un retour à l'éther classique, mais comme une manière de penser les lois physiques au niveau du contenant, un cadre conceptuel distinct, moderne et compatible avec les acquis d'Einstein. Donc ça veut dire, même si cette science de l'éther ils ont essayé de la combattre, elle revenait régulièrement. Ils essayaient de faire disparaître cette science-là complètement. Et oui, Rudy. Parce que si on prend un peu de recul sur ce que tu as dit, en gros, on pensait qu'il y avait un éther. Einstein arrive et il propose une vision différente où il essaie de voir qu'il n'y a pas d'éther. On se rend compte qu'en fait, son vide est pas vraiment vide et que finalement... il a les mêmes caractéristiques que l'éther. Sans trop admettre qu'il y a de l'éther. Maintenant, pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important? C'est parce qu'Einstein l'a dit, ok, il y a de l'éther, mais on va quand même pas l'appeler l'éther, parce qu'il dit, mon problème, c'est pas avec l'éther, c'est avec le référentiel absolu. Ok. Mais alors du coup, pourquoi c'est important justement, pourquoi... On va revenir sur pourquoi cette différence entre physique des particules et physique éthérique est si importante, mais d'abord, il est important d'ajouter ces petits détails. Albert Einstein est né en 1979 dans le royaume de Württemberg, alors partie de l'Empire allemand, dans une famille juive non pratiquante. Caractéristique typique de certains autres comme les Soros, comment s'appelle, Zelensky et tout ça. Ouais, Theodor Herzl et tout. Et socialement assimilé à la bourgeoisie allemande. Donc sa famille faisait partie des élites de l'époque. C'est en Allemagne qu'il passe sa petite enfance et commence sa scolarité, notamment dans le système rigide de l'école publique prussienne, dont l'obsession pour la discipline et l'ordre formel était la norme. Alors il paraît qu'il n'aimait pas trop ça, mais ça c'est ce qu'il paraît. Et vous savez, l'histoire, il faut la prendre avec des pincettes parce que ça dépend qui l'a écrit. En 1914, écoutez bien, Einstein rejoint l'Académie prussienne des sciences à Berlin, un centre majeur de la vie scientifique allemande, obtenant de ce fait la citoyenneté prussienne en tant que fonctionnaire. Cette affiliation lui permet de travailler pleinement sur la relativité générale, publiée cette même année. Donc, d'une certaine façon, si jamais ça se passait aujourd'hui, on serait en train de dire « Ouais, mais tu vois, lui, il a financé, lui, et machin, et truc. » Donc, en gros, Einstein, il a été financé par l'Académie prussienne des sciences pour faire ses travaux sur la relativité générale. Donc, des Prussiens qui pointent leur nez, encore une fois, dans des histoires quand même très importantes. Il faut que tu nous fasses un petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas vu les autres émissions de pourquoi ce mot-clé prussien est hyper important dans le cadre de la réflexion que tu développes depuis des mois. Pourquoi ce mot-clé prussien est super important? C'est parce que, comme on a expliqué dans les 3 épisodes de la série Révélation que j'ai partagé ici, l'épisode 4, 5 et 6, les Prussiens sont une des formes qui a pris cette entité qui veut imposer la dictature mondiale et tout ça, qui a commencé avec le Premier Reich, qui était le Saint-Empire romain germanique, ok? Et donc qui est un petit peu l'institution religieuse, j'ai pas envie de dire catholique parce que c'est pas les catholiques que j'attaque, que je veux attaquer ou quoi que ce soit, c'est l'institution religieuse derrière l'empire, Saint-Empire romain germanique, il était totalement corrompu. Totalement corrompu. Ils ont commis des crimes, ils ont tué au nom du Christ, etc. C'est des tarés. Okay? Ça, c'est le Premier Reich. Il s'est effondré. Il a donné naissance au Deuxième Reich. Okay? Il y a eu une période de pause et hop, Deuxième Reich qui apparaît. Deuxième Reich, c'est les Prusses.
Ok, la Prusse. La Prusse, c'est le Deuxième Reich. Ce qui a précédé Hitler, le Troisième Reich. Et ce qui a précédé, donc, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, l'arrivée du Quatrième Reich. Ça se manifeste par l'Union européenne, mais pas que. D'accord? Donc, pourquoi c'est important? C'est parce que Einstein, il a été financé par des Prussiens pour mener à bien son plan. Et il ne faut pas oublier que la Deuxième Guerre mondiale, elle ne s'est pas passée comme on nous dit, et le gagnant, ce n'était pas les Occidentaux. Nous, c'est nous qui nous sommes fait baiser le plus. Pourquoi? Parce qu'on a fini avec des institutions comme l'OTAN, que maintenant on ne peut plus s'en défaire. On a fini avec des institutions comme la Banque mondiale, comme le FMI, l'ONU, comme l'Union européenne. L'Union européenne. Tu vois? Donc, qui a gagné vraiment la guerre? Et à la tête de ces institutions, ces institutions, on a un certain nombre de notables anciennement nazis, comme Justement, j'étais surpris de voir Cercle Aristote qui dit « L'Europe, amie germanique, l'Union européenne, une résurrection du Saint-Empire germanique. » Ah bon. Adenauer, Schumann et De Gasperi, les trois pères fondateurs, sont des Germains qui veulent nous diriger par la bureaucratie prussienne. Je vois ça dans le sens... Digérer, pardon. Digérer, c'est encore pire. Ouais, digérer, ouais. Et donc, je vois ça et je me dis, tiens, ça parle de ça, c'est bon. Ça commence à se voir, tu vois, c'est cool. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette petite parenthèse pour rappeler un petit peu d'où vient Einstein et pourquoi tout d'un coup, je me méfie un petit peu, non pas de la relativité générale ou la relativité restreinte, mais de m'enfermer à cette idée en disant que c'est la seule idée. Parce que d'une certaine façon, ça a été imposé à la science et ils ont essayé de combattre la science éthérique et de la passer sous le tapis. Tu vois ce que je veux dire? Alors, quel est le problème exactement? Le référentiel absolu contre référentiel relatif. Dans la version historique et classique de la physique éthérique, l'éther est considéré comme un référentiel absolu. Cherchez les travaux de Hendrik Lorentz pour mieux comprendre le sujet s'il vous intéresse. Dans son cadre, Lorentz considérait l'éther comme un milieu universel immobile, censé être le support invisible pour la propagation des ondes électromagnétiques, y compris la lumière. L'équivalent de l'eau pour les poissons. Dieu a dit les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, vous savez ce que c'est, les eaux d'en haut, c'est ça. Censé d'être le support invisible pour la propagation de la... Dans ces équations, les charges et les champs évoluent par rapport à cet éther. Avec la relativité d'Einstein, Einstein a supprimé l'idée d'un référentiel absolu lié à un éther immobile servant de fond fixe à tout mouvement. Au lieu de cela, il a établi que tous les référentiels inertiels sont équivalents. Donc ça veut dire chaque référentiel a raison même si ça ne donne pas les mêmes résultats. Ok? Individualisme, c'est le principe de l'individualisme. Il y a un rapport direct entre cette science-là, parce que c'est la science qui se focalise sur le contenant, enfin sur le contenu et sur l'individu. Alors que le référentiel absolu, c'est une question plus profonde. Cette différence est plus importante que ce que l'on imagine entre ces deux pensées. Cette philosophie a changé le cours de l'évolution de la science. La science éthérique se focalise sur le contenant, alors que la physique relative se focalise sur le contenu. L'un contemple le créateur, d'où émerge tout, ce contenant. L'autre, la création. En ignorant le créateur, Einstein te dit non, il n'y a pas de contenant, il n'y a pas de créateur, il n'y a rien. Il te dit qu'il croit à Dieu, mais je ne sais pas auquel. Mais je crois que c'est fondamentalement, en fait, c'est le mélange de la science, de la politique de l'époque. Tu sais, en 1905, il y a la loi 1905, la séparation de l'Église et de l'État, en fait, en France, qui est connue. Et c'est un peu lié parce qu'en fait, ils ont posé une nouvelle ère de rejet de Dieu officiel. Et en fait, quand tu te délivres de l'absolu, parce qu'il n'y a qu'un seul absolu qui est admissible dans le monde, c'est Dieu, et tout est relatif, ça veut dire que tout est permis, ça dépend où tu te places. Fais ce que tu veux. C'est deux philosophies différentes qui ont mis des filtres de perception sur l'évolution de la science. Le référentiel absolu, c'est littéralement... Enfin, chaque personne qui
fait un chemin spirituel, à un moment donné, il réalise que pour comprendre le Créateur, il faut que tu te concentres à la création, parce que c'est là que se manifestent les lois naturelles posées par le Créateur. Et quand tu cherches ça, ces lois, machin, blablabla, hop, tu finis inévitablement par arriver au contenant. Et quand tu arrives au contenant, tu finis inévitablement par arriver au référentiel absolu, et là, tu as le concept de Dieu, qui est dans les lois naturelles. Excusez-moi, vous devez peut-être m'entendre réfléchir super fort. Ok, donc il y a ces considérations symboliques, spirituelles, qu'on prend. Je les entends. Pour l'instant, je les mets dans un coin et je reviens du côté de la science. À un moment donné, Einstein, il te dit un truc qui est, effectivement, il n'y a pas de référentiel absolu, il n'y a que des référentiels relatifs. Okay, et que dans tous ces référentiels, la lumière se balade à la même vitesse. Ce qui est très bizarre, en fait, parce que normalement, si jamais tu es immobile et que tu as un rayon de lumière qui se balade à une vitesse, si tu cours derrière la lumière, la vitesse de la lumière par rapport à toi devrait être différente. Comme si jamais tu es en train de courir à côté d'un train, bah, le train, il va moins vite par rapport à toi qui cours que si jamais tu es immobile sur le quai. Alors, moi, je vais te dire quelque chose. Tu prends une planète ou un objet et tu le jettes dans l'espace et tu le fais voler, mais tu n'as rien autour. Il n'y a rien qui existe, il n'y a que cet objet qui est en train de se déplacer à l'espace. Okay? Et il est à la vitesse de la lumière. Donc, il est à la vitesse de la lumière selon qui? Justement, il est là le truc, c'est que en fait, comment est-ce qu'on réconcilie ces différences de référentiel avec une lumière qui se déplace toujours pareil? On réconcilie ça en disant que bah ouais, mais entre toi qui es à l'arrêt et toi qui cours à côté du rayon de lumière, bah le temps passe pas exactement à la même vitesse. Les distances sont pas exactement les mêmes. Les masses sont pas exactement les mêmes. Et donc, en fait, même si on se déplace très très vite, si je cours très très vite, à 95% de la vitesse de la lumière, le temps passe beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement. Je me souviens jamais dans quel sens ça marche. Les distances sont raccourcies d'un facteur de 95%. Et le truc, c'est qu'on peut se dire, bon, mais ça, c'est juste une vue de l'esprit. Le fait est qu'aujourd'hui, en science, des objets du quotidien, par exemple un GPS, si tu ne prends pas en compte toutes ces considérations dans tes calculs, ton GPS, la science éthérique, elle ne te dit pas qu'Einstein avait tort. La relativité, c'est ce que je te dis. Mais en fait, c'est ce que tu dis là. Concrètement, si tu l'emmènes à l'humain, ça voudrait dire que les deux existent. Dieu existe, l'individu existe. Dieu existe, l'individu existe. Les deux existent. Et selon le point de vue que tu prends, tu vas avoir des résultats différents. Mais il existe un référentiel absolu pour nous qui est Dieu. Ouais. Einstein, il prend l'équivalent de ça, il te dit non, il n'existe pas Dieu, il n'y a que des référentiels relatifs. Mais les deux peuvent coexister. Les deux peuvent coexister parce que quand tu enlèves, en fait. Quand tu enlèves un référentiel et tu as juste un objet qui voyage dans l'espace à la vitesse de la lumière, du coup, quand il n'y a pas de référentiel, aucun, tu le supprimes, tu le laisses dans l'espace vraiment vide, selon Einstein. Dans ce cas, il est mesuré par rapport à quoi? C'est 300 000 km/s. C'est mesuré par rapport à quoi? Le référentiel absolu, en fait. C'est ça le référentiel absolu. Ça fait que quand tu n'as aucun référentiel, il y a le référentiel absolu qui vient englober tous les référentiels. C'est ça le principe de l'éther. Donc, moi, là où je bug, c'est que je ne vois pas comment s'il y a un référentiel absolu, un autre référentiel en déplacement par rapport à ce référentiel absolu peut voir la lumière se déplacer à la même vitesse que celui qui est immobile dans le référentiel absolu. C'est là que je n'arrive pas à comprendre en fait. De la même façon que tu peux décrire justement, il faut que tu le connectes avec les lois naturelles qui nous emmènent à réfléchir d'une certaine façon ou d'une autre. De la même façon que moi je te dis, Dieu existe, et il existe en fait. Mais moi j'existe aussi. Et donc, moi, là, je suis en train de faire l'émission, je suis petit Léo, qui n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire, juste il parle avec intuition et tout ça. Et ça, c'est mon point de vue. Et moi, je suis même parfois terrifié par ce que je fais, parce qu'on fait, parce qu'on vit, etc., etc. Et puis après, tu as Dieu, le point de vue de Dieu. Le point de vue de Dieu, le référentiel absolu sur l'humain, il regarde l'humanité, il voit une humanité dominée par des forces de décomposition qui est entrée en décomposition, tu vois, et que cette décomposition se manifeste par l'arrivée de forces qui sont là pour détruire, décomposer, etc., déstructurer, pour
C'est les lois naturelles. Un corps humain, quand il n'a plus de conscience dedans, il se décompose. Oui, il se décompose. C'est pareil pour les égrégores et tout ça. Donc là, il y a plein d'égrégores en décomposition. Si tu veux. Et donc ça, c'est le point de vue de Dieu. Et lui, il n'en a pas forcément quelque chose à foutre de... Enfin, c'est pas qu'il n'en a pas quelque chose à foutre, mais il ne voit pas les choses de la même façon que moi. Il n'a pas les mêmes peurs que moi. Les deux points de vue peuvent coexister. Et quand le référentiel individuel n'est pas cohérent, tu peux toujours essayer de monter pour voir par rapport au référentiel absolu pour avoir des résultats différents. En fait, si tu veux, tout le problème que j'ai avec ça, c'est que ça câble ton cerveau différemment. Le fait de savoir que dans la science, il existe un référentiel absolu. Moi, je ne savais pas ça. Moi, il n'y a aucun professeur à l'école qui m'a parlé de science éthérique. Il n'y a personne qui m'a parlé qu'il existait une autre science avant celle d'Einstein qui parlait de l'éther. Je ne savais pas. C'est parce que je suis tombé sur Nuno Loureiro. Et c'est comme ça que son mais esprit... ce que je veux dire, c'est que... Tu comprends la différence philosophique, c'est-à-dire ça câble ton cerveau différemment. Les conséquences, elles ne sont pas dans les résultats scientifiques. Elles ne se contredisent pas. L'idée d'Einstein et l'éther peuvent coexister. Parce qu'il existe à la fois en fait. Là, aujourd'hui, moi, je ne comprends pas comment, mais c'est parce que j'ai peut-être un problème de compréhension. Donc moi, j'exprime cette mécompréhension et puis après, on peut continuer. Je ne dis pas que ce que tu dis, c'est faux. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord. Je dis juste que moi, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a deux trucs qui ne sont pas complètement alignés. Il faudrait que je me pose un peu pour réfléchir plus au sujet, pour voir si j'arrive à... La différence, c'est qu'il y a plusieurs... En fait, selon comment tu te places... Enfin, c'est pas parce qu'il y a... en fait, si tu veux, le référentiel absolu, c'est l'équivalent de la conscience collective. Et le fait d'entrer dans une science qui ne prend pas en compte l'existence d'un référentiel absolu, c'est un monde qui évolue inévitablement vers l'individualisme et le matérialisme. Pourquoi ? C'est parce que ils sont concentrés au contenant. Évidemment, vu que, au contenu, pardon. Comme il disait Nico, à partir du moment où tout est relatif, on se rapproche très très vite du fais ce que tu voudras, quoi. C'est-à-dire exactement. Le truc de Crowley et compagnie. Donc du point de vue philosophique, et aussi la culture woke et tout ça, tu vois. Donc c'est de ce point de vue-là, parce que justement ça câble le cerveau et ça met des filtres au niveau de l'évolution de la science. Et c'est pour ça qu'il est parti dans la mauvaise direction. Voilà. Je vois où tu vas avec ça. Après, d'un point de vue scientifique, c'est vrai qu'on n'est pas une émission de science et que moi, je n'ai pas du tout les connaissances pour arriver à réconcilier tout ça. Je voulais juste le mentionner. Maintenant, on va pas s'éterniser là-dessus. Moi, je parle de la science éthérique. Je partage avec vous ce que je trouve. Ouais, Nico. Je peux faire une proposition très rapidement et vous me dites si je dis une connerie. Voilà. Vous vous rappelez comment est dépeint l'espace-temps ? Comme un espèce de tissu, où là où il y a des planètes et ces objets lourds, en fait, c'est comme si tu mettais une grosse boule sur le tissu. Ça, c'est une représentation en 2 dimensions. Voilà. Enfin, en 3 dimensions d'un évidemment. Phénomène de 4 dimensions. Ouais, bref, oui. Un phénomène de 4 dimensions, voilà. Maintenant, imaginez-vous un tissu pareil à notre échelle qui est tendu entre vous et moi. OK ? Est-ce qu'il se passe en temps si je tire sur ce tissu ? La réaction qui ira sur toi, même si tu te trouves très très loin de moi, est-ce qu'il sera immédiate ou pas ? Le tissu est parfaitement tendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lâcheté. Là, c'est la question que tu poses. Normalement, c'est ressentir à la même vitesse que la lumière. C'est la grande question que posait Einstein aussi. Non, c'est même pas la vitesse de la lumière. Attention, c'est beaucoup plus rapide que la vitesse de la lumière puisque la lumière se déplace. Moi, je te parle d'une force que j'exerce à un bout de l'univers sur un tissu qui est tendu et toi qui es à l'autre bout de l'univers, est-ce qu'il est parfaitement tendu? Est-ce que tu le sentiras immédiatement? Tu le sentiras au même moment où je le tire. Non, tu le sentiras à la vitesse de la lumière. C'est prouvé par des calculs mathématiques. Si le soleil disparaît maintenant, le soleil qui tire donc cet tissu que tu décris, si le soleil disparaît maintenant, la Terre ne va pas se mettre à partir hors orbite. Il attendra à ce que la lumière arrive et à ce moment-là, va se décoller. Parce que sinon, ça crée le paradoxe où la Terre commence à s'éloigner comme s'il n'y avait pas de soleil alors que le soleil est toujours dans le ciel. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça a été établi avec des expériences que tirer le tissu, ça avance. Tu sais pourquoi on symbolise la vitesse de la lumière avec un petit c? Parce que c'est la célérité. Du mot célérité, ouais. Pour moi, c'est causalité. En fait, quand tu réfléchis bien, finalement, la vitesse de la lumière, c'est la vitesse maximale à laquelle la causalité peut se propager. Au-delà de
des choses, c'est-à-dire la partie de l'univers qui avance, qui s'expand plus vite que la vitesse de la lumière, on ne peut plus avoir de lien causal avec elle. Après, je crois qu'il y a une exception notable de la gravitation au milieu de tout ça et que c'est pour ça que c'est un sujet extrêmement compliqué. Je vais pas mettre mes pieds là-dedans parce que j'ai rien compris. On va être honnête là-dessus, mais voilà. De ce que j'ai compris, il y a donc du coup, la question que tu poses, Nico, moi je pense qu'elle est très intéressante. Mais elle a été déjà. Je pense qu'elle dépasse de loin les compétences qu'on peut avoir ici sans dire de grosses Elle conneries. dépasse de loin mes compétences. Okay. Ouais, c'est aussi... Moi, je dis que c'est une question qui a été déjà posée. Cherchez, il existe plein d'explications de vidéos scientifiques et tout ça qui expliquent qu'est-ce qui se passerait si le soleil disparaîtrait juste comme ça. Et c'est la même question. Tu tires le tissu ou tu laisses le tissu? Est-ce que tu le sens tout de suite ou est-ce que ça met un certain temps pour venir? Donc, voilà. Ensuite, pour revenir, peut-être que la MHD de Jean-Pierre Petit dérangeait parce qu'elle ramenait à table le sujet physique éthérique et le concept du référentiel absolu qui vient avec. Aujourd'hui, le concept de la physique éthérique devient inévitable et ouvre les portes de notre compréhension. Même GPT l'a accepté en quelque sorte. À un moment donné, dans l'échange, il me dit « Et pour être honnête avec toi, tu n'es pas en train de demander est-ce que l'éther existe. Tu demandes pourquoi l'intuition d'un substrat continu revient sans cesse, le contenant, tu vois, malgré les interdits. Et la réponse implicite est parce que quelque chose dans la structure du réel pousse constamment dans cette direction, même quand on change les mots, les équations et les dogmes. Parce que c'est vrai que historiquement... Juste une petite parenthèse hors sujet, mais que ces lignes-là aient été écrites par une intelligence artificielle, donc tout un système de probabilité, machin, je trouve ça époustouflant, en fait. Enfin, je veux dire, c'est très riche de profondeur, la réponse qu'il te fait, là, ChatGPT. Je trouve que c'est flippant que ça sorte de la bouche d'un ordinateur, entre guillemets. Voilà. Elle est là, d'ailleurs. Si vous voulez, si vous cliquez sur l'image, ça vous emmène sur toute la conversation. Et donc, voilà la réponse de l'IA. Et puis, c'est cette partie-là que je vous ai lue. Mais le reste, c'est tout aussi... très étrange. Mais en même temps, tu sais, j'ai compris que si tu ne prends pas trop pour un con l'IA, et si tu essayes, si tu sais que ça te prend pour un con, tu as de l'avance. Donc, si tu joues le con, tu peux l'adoucir, le faire baisser un peu les filtres, non pas pour te dire ce que tu as envie d'entendre, mais juste parler avec moins de filtres. Voilà. Donc, si ça vous intéresse de savoir, cliquez dessus, vous allez voir un échange intéressant avec l'IA. Bref, ce que j'ai remarqué avec les filtres de GPT, c'est que GPT, il a finalement accepté de discuter calmement et sans filtre sur la physique éthérique, mais pas moyen de le rendre plus tolérant au principe du référentiel absolu. Ça, il m'a cassé les pieds jusqu'à la fin. Référentiel absolu, non. C'est ça le grand problème. Référentiel absolu, et c'est là où je me suis dit, mais c'est le concept de Dieu, en fait. Là, pas moyen de changer son avis ou le rendre plus tolérant. Le concept du référentiel absolu est au-delà d'un concept physique. L'approfondissement de ce concept conduit inévitablement à Dieu, l'observateur absolu. Et ça, c'est le symbole de l'éther, ancien symbole de l'éther. Okay. Le cœur du concept, l'éther. Le mot éther vient du grec éthir, qui signifie l'air pur des dieux, ce qui est au-delà du monde matériel. Dans presque toutes ces versions, l'éther est omniprésent, invisible, plus fondamental que la matière, porteur d'énergie, d'information ou de lois. Vous vous rappelez, je vous disais, mais où sont stockées les lois naturelles, depuis où œuvre-t-elle? L'idée de l'éther, justement. Oui, donc dans ce principe-là, l'éther, c'est le contenant de l'univers, mais également, il est à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi, dans toutes choses, etc. Par essence, ce serait un référentiel absolu, vu qu'il est... Tesla va plus loin que ça. Tu vas voir ce que Tesla dit. Pour revenir, dans la physique classique, avant la relativité d'Einstein, l'univers était pensé comme rempli d'un milieu continu, avant Einstein. La lumière, les ondes électromagnétiques, la gravité devaient s'y propager. Cet éther avait des propriétés physiques, donc rigidité, densité. Donc c'est vraiment un contenant, c'est comme l'eau pour les poissons. Et dans les versions les plus ésotériques de la science, l'éther serait un substrat de la réalité. La matière émergerait de vibrations, de champs ou de structures de cet éther. La conscience, le temps ou l'énergie en découlerait. Est-ce qu'il y a un rapport avec... Je peux revenir à ta métaphore du poisson et de l'eau. Donc,
Ouais, donc tu as les poissons, tu as l'eau dans laquelle baignent les poissons, et au milieu de tout ça, tu as ce référentiel absolu que toi, tu Parle assimiles... plus près du micro, Ouais, s'il te plaît. Parce que... oui. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Ouais. Et donc, au Non, milieu parce de que tout là- ça, tu as ce là, t'étais référentiel... carrément comme ça, tu vois, c'est- T'as ce référentiel absolu que toi, tu assimiles à Dieu, en fait. Je ne l'assimile pas à Dieu, je dis que étudier les lois naturelles, quand tu tombes sur cette loi, elle t'emmène inévitablement à des réflexions philosophiques de Dieu et sa manifestation dans l'existence. Parce que L'omniprésence, tu parles omniscience, d'observateur tout ça. absolu, mais en fait, l'observateur absolu dans cette histoire de poisson, en fait, c'est tout l'océan, en fait. C'est-à-dire, C'est ça. il n'est même pas localisé quelque part. C'est ça. Voilà, je pense que, enfin, moi, ça m'éclaircit la pensée. Peut-être que ça éclaircit aussi la pensée des gens qui nous regardent. C'est pour ça qu'on parle de l'eau. Tu sais, cette prostituée était assise sur les eaux, etc. etc. Bon, les eaux dans la Bible symbolisent aussi les terres. C'est les eaux d'en haut. OK. Mm. Ouais. Alors, en rapport avec Tesla, c'est là où ça devient rigolo. Nikola Tesla, qui vivait à la fin du 19e siècle, au début du 20e, acceptait l'idée d'un éther omniprésent comme étant le milieu dans lequel s'exerce la physique. Il pensait que l'espace n'est pas un vide absolu, mais qu'il est rempli d'une substance ou d'un milieu dynamique qui pourrait être la source de l'énergie, de la lumière et des forces physiques. Certaines citations attribuées à Tesla vont jusqu'à dire que toute matière proviendrait d'une primaire substance, éther ou akasha, qui remplit tout l'espace et que les mouvements dans ce milieu donnent naissance à la matière perceptible. Tesla développe ces idées avant que le modèle moderne de l'espace-temps et de la lumière ne soit pleinement accepté, et son concept d'éther s'inscrit dans un cadre prédominant à la fin du 19e siècle où de nombreux physiciens croyaient encore en un médium pour la propagation des ondes magnétiques. Mais ces notions n'ont jamais été intégrées dans la physique théorique moderne car l'éther classique a été définitivement abandonné. Par qui en fait? Par le consensus scientifique. Ça existe un truc comme ça ne devrait pas exister le consensus scientifique. L'idée de la science, c'est de se remettre en question. S'il y a des consensus, on ne se remet plus en question. Donc, mais en tout cas, c'est définitivement abandonné après l'avènement de la relativité restreinte d'Einstein, financée par l'Académie prussienne des sciences. Okay? C'est un détail important. Peut-être que la science éthérique doit revenir afin que la fusion nucléaire devienne possible. C'est ce que les travaux de Nuno Loureiro montrent. Et attention, je ne suis pas en train de dire que ce mec-là, il disait science éthérique, machin. Il disait, écoute, moi j'ai les lois de Lorentz là, et elles ont l'air de donner plus de sens que si je vois les choses à travers la physique des particules. Ouais, sauf que la physique de Lorentz, c'est une physique éthérique. Donc, tu vois, c'est malgré lui, il poussait vers une direction, comme Jean-Pierre Petit avec la MHD. Comment ? Il était pragmatique en fait, il n'était pas dogmatique scientifique. Pas du tout. Il cherchait juste à faire fonctionner la fusion nucléaire. Il n'y a pas que Lorentz, ça. Il y a aussi Mendeleïev, pour ceux qui connaissent le tableau périodique, celui qui a mis tous les éléments et il croyait en l'existence de l'éther. C'est juste qu'il a dit on l'a pas isolé, on peut pas, mais il a laissé une place. Ouais, mais c'est le poisson qui cherche à voir l'eau, tu vois ce que je veux dire. Tu peux sentir les effets de l'eau, hein, mais tu peux pas le voir avec les yeux, je veux dire. Alors, peut-être qu'avec le champ de Higgs, on a touché sur quelque chose, parce que le champ de Higgs, c'est à peu près... Hein, le boson de Higgs prouve l'existence du champ de Higgs, qui est une sorte d'éther, tu vois. En tout cas, avant, ils avaient l'éther qui contenait les lois électromagnétiques, etc., et aussi la gravité. Depuis, on a la relativité d'Einstein pour expliquer l'espace-temps. Après, on a la théorie des champs pour expliquer les champs magnétiques. Et puis, en gros, la science, elle a fait hop, et à partir de là, c'était difficile d'évoluer, en fait. Et quand on veut aller dans les contradictions. Quand il y a matière noire, énergie noire, en fait, il y a plein de trucs qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Parce qu'ils se font seulement dans une ligne qui ne leur permet pas justement d'identifier et de comprendre les processus. Et regarde, la Russie, elle n'a pas lâché cette science éthérique. Ils ont maintenant des missiles MHD. Pendant que l'Occident disait que c'est une technologie qui ne peut pas exister parce que la physique éthérique, c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire ce soir quand même? Parce que le coup de Einstein, moi, j'ai plein de mes croyances qui se sont effondrées parce que moi, j'étais un grand admirateur
de la relativité générale et absolue. Mais encore une fois, ce que je dis là, c'est pas que ces choses-là, elles sont fausses. Je dis que ces choses-là, elles ont été instrumentalisées pour attaquer le principe du référentiel absolu. Il y avait un agenda scientifique avec cette idée-là. Donc, cela dit, les travaux de Nuno Loureiro parlent aussi d'autres choses. Il était un physicien théoricien spécialisé en plasma, très impliqué dans la turbulence, la reconnexion magnétique et les dynamiques fondamentales des plasmas dans les contextes astrophysiques de fusion nucléaire. Plein de choses. Ses compétences lui donnent un autre regard sur plusieurs sujets, y compris le champ magnétique terrestre et celui du Soleil, sujet pertinent pour une époque où les aurores boréales descendent jusqu'au sud de l'Europe. Donc maintenant, on va parler de l'inversion des pôles magnétiques parce qu'il y a un rapport. Nuno Loureiro, il a balancé plein de trucs. Tout d'abord, on va commencer avec cette vidéo d'Elon Musk et on va écouter ce qu'il a à dire. Je vais essayer de vous lire la traduction. Le climat de la Terre change aussi de manière assez radicale sur une période de, disons, 10 000 ans. Alors pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'encore une fois, le champ magnétique et toutes ces choses-là, c'est toujours le magnétisme, l'électromagnétisme, tout ça, c'est plus facilement explicable avec la science éthérique que la physique des particules. Voilà. Et donc, Musk, il rappelle certains éléments essentiels. Donc, il parle des changements, des périodes glaciaires, ou je ne sais pas quoi, tous les 10 000 ans, un truc comme ça. Il peut passer d'une chaleur extrême à un froid extrême et se transformer en une boule de neige en 10 000 ans. Il y a eu plein d'âges de glace. Ouais. On peut rapidement aller très loin en se plongeant dans la lecture sur les âges glaciaires. Et il utilise le terme terrier de lapin. Mais ça faisait trop gros pour utiliser dans le sous-titrage. Il parle de rabbit hole. Les âges de glace et des terriers à lapin, quoi. C'est vraiment des terriers à lapin profonds, il dit. Je trouve ça intéressant de voir à quel point le climat de la Terre a changé. Et comment, même sur le plan magnétique, la position des pôles a évolué au fil du temps. Je pense qu'il s'est passé quelque chose de significatif durant la dernière ère glaciaire. Parce qu'on ne voit aucune preuve d'écriture. J'emploie le terme ère glaciaire de façon un peu familière pour parler des périodes où il y avait beaucoup de neige, où les glaciers s'étendaient très loin avec des étés courts et des hivers très longs. Et c'était il y a environ 10 000 ans, dernier âge de glace. Je pense que quelque chose s'est passé durant cette ère glaciaire. Avant cette ère glaciaire, on ne trouve aucune trace d'écriture. Alors qu'après la plus récente, l'écriture apparaît en plusieurs points du globe. Donc en gros, pas de civilisation avant l'âge de glace, elle a apparu après l'âge de glace. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu des périodes où la Terre a été extrêmement tropicale et d'autres où elle était une boule de neige. Vous savez, Greenland, ça veut dire les terres vertes. Terre verte. Et c'est blanc. Donc ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, mais pourquoi? Justement. Mais ces phénomènes ont tendance à se produire sur de très longues périodes. Le réchauffement climatique dont il est question ici, c'est le fait qu'on extrait de grandes quantités de carbone qui est enfoui sous terre et qu'on le met dans l'atmosphère et les océans. Et cela va naturellement modifier le climat dans une certaine mesure. Je ne pense pas que ce soit la fin du monde ou autre, mais ça va provoquer des tensions. C'est pourquoi il est bon d'accélérer vers une transition d'un avenir énergétiquement durable. En gros, c'est chelou, non, comme interview ce qu'il dit là. Un petit peu, ouais. Les âges de glace seraient des terriers de lapin, des sujets très mystérieux qui pourraient t'emmener loin sur la compréhension des choses mystérieuses. Et il te dit, garde un œil sur le placement. Quelque chose dans le dernier âge de glace aussi qui fait que la civilisation aurait émergé à partir de là. Ou justement, il sous-entend que peut-être qu'il y avait une civilisation qui a été rasée complètement, et c'est pour ça que l'écriture apparaît en même temps partout, c'est parce que les survivants ont relancé des choses, tu vois. Mais que ça existait déjà avant, c'est ce qu'il sous-entend avec ça.
Ouais, Et la il preuve, sous-entend- on a trouvé Göbekli Tepe, dont les habitations, Ouais. c'est 11 000 ans, et en plus, c'est de l'art sophistiqué, Ouais. sophistiqué, vraiment. qui prouve l'existence d'une civilisation non nomade. Il y a déjà. Bref, Du l'humanité coup, ouais, actuellement qui a n'a plus capacité d'histoire. de hein. s'enterrer On n'a sous plus terre, quoi. d'histoire. Tout s'est effondré là. Mais il parle aussi des positions des pôles magnétiques. Il fait un rapport avec ça. Il dit garde un œil aussi comment ils bougent. Alors, on parle d'inversion des pôles magnétiques et les répercussions d'un tel changement. On a déjà parlé dans ces 2 épisodes d'Y-Files. Et c'est ici que les travaux de Nuno Loureiro deviennent pertinents. Voici ce qu'il explique sur le champ magnétique de la Terre. Encore une fois, il n'est pas le seul à dire cette chose-là, mais c'est en explorant les travaux de Nuno Loureiro, je suis tombé sur ce concept que c'est vrai que j'y avais jamais pensé. Et lui, il en parle. J'y avais jamais pensé, mais ça m'a lancé encore sur des idées. Je vous montre la vidéo, je partage la vidéo. Imaginons qu'un champ magnétique soit présent lorsque la Terre s'est formée. Maintenant, vous pensez que le noyau externe de la Terre soit un fluide MHD. Un fluide MHD quoi? Un plasma. Voilà. Et nous connaissons ses propriétés. Vous savez qu'en fonction des propriétés de ce fluide, si un champ magnétique était présent lorsque la Terre s'était formée, il faudrait environ 10 puissance 5 ans pour que ce champ se diffuse complètement. Donc le champ magnétique de la Terre ne pourrait durer que quelques centaines de milliers d'années. Ok, ouais, c'est ça qui. Mais nous savons, grâce au paléomagnétisme qui mesure le champ magnétique sur Terre, que la Terre a eu un champ magnétique constant pendant toute son existence, soit environ 10 puissance 9 ans, donc des milliards d'années. Conclusion, la seule possibilité est que la Terre génère activement son propre champ magnétique. Que la Terre génère activement son propre champ magnétique. Je continue. Et donc, les mouvements du noyau de la Terre sont tels que, via le terme d'induction, ils génèrent continuellement le champ magnétique de la Terre, de sorte que ce terme ne puisse pas simplement se dissiper. Donc là, il y a déjà une première question. La physique actuelle nous explique que si le champ magnétique de la Terre ne recevait pas un coup de pouce pour redémarrer régulièrement, il durerait que quelques centaines de milliers d'années. OK? Du coup, conclusion, c'est que soit la Terre, elle active elle-même de façon... Enfin, elle génère elle-même de façon active son champ magnétique pour le régénérer, soit une force extérieure intervient régulièrement pour relancer le champ magnétique de la Terre. Mais dans les 2 cas, ce n'est pas anodin. Et c'est vrai qu'on ne parle pas de ça. Moi, je n'ai jamais pensé à ça avant que je tombe sur cette vidéo-là. Parce que quand tu réfléchis... le mouvement du noyau de la Terre à l'intérieur du corps de la Terre qui serait à l'origine de ce phénomène-là? Il continue un peu. En fait, le champ magnétique, c'est une conséquence du mouvement du noyau de la Terre. OK? Le champ magnétique. Mais ce champ magnétique, sans mettre une énergie de quelque part, il continuerait dans son élan actuel, et puis les forces, par friction, par différents phénomènes, par atténuer le mouvement, et ça finirait par... il serait dissipé au bout de quelques centaines de milliers d'années. C'est mathématique. Or, c'est pas ce qu'on voit. Okay. Or, ça fait des milliards d'années. Et de façon stable. Donc du coup, c'est ça quoi veut dire le carburant qui continue à faire tourner, à faire générer ce champ magnétique? Je sais pas, c'est ce que je te dis, je suis tombé sur la question. Ok, il n'apporte pas de réponse lui-même à cette question. Putain la vache, vous êtes durs les gars, je vous donne des trucs et vous... Non, c'est pas assez. Tu poses des questions intéressantes, évidemment que je veux la réponse. T'es comment, toi? C'est trouble. Bien sûr, je suis curieux, moi. Un peu plus tard, justement à la fin de cette conférence, il y avait les questions-réponses. Et un peu plus tard, il y a quelqu'un qui lui pose une question intéressante. Donc, justement, on écoute.
Ma question est, dans les dernières diapositives, vous mentionnez que le champ magnétique terrestre était constant au cours du dernier milliard d'années. Des derniers millions d'années, on va dire. Ouais. So, it is right that, est-ce que correct que la Terre a perdu 10% de son champ magnétique au cours des 150 dernières années? Et pourquoi? Tu vois, déjà, scientifique, au lieu de dire c'est quoi ces théories de complot, il dit excellente question. Excellente question, Alec, merci. Quand je dis que le champ magnétique terrestre est resté à peu près constant, ce que je veux dire, c'est que si vous regardez sur des échelles de temps relativement longues, son amplitude est à peu près constante, la moyenne. Bien sûr, il varie et il s'inverse parfois. Et ces inversions du champ magnétique terrestre, une inversion, cela signifie que le pôle nord magnétique devient le pôle sud et vice-versa. Cela arrive parfois. Et il y a même des histoires intéressantes que l'on peut raconter sur la façon dont ces inversions du champ magnétique terrestre sont corrélées avec de nombreuses périodes glaciaires et des choses comme ça. Inversion des pôles. On revient à la période glaciaire de Musk. Là. Et lui, il en parle sans tabou, sans dire c'est rabbit hole, et machin et truc, tu vois. Mais il te dit que c'est une partie nécessaire aussi de la régénération du champ magnétique de la Terre. Mais l'idée est que si vous faites une moyenne, mais l'idée est que si vous faites une moyenne sur ces inversions périodiques ou ces fluctuations, l'amplitude du champ est restée à peu près constante, la moyenne. Et l'idée est que s'il n'y avait pas d'induction, s'il n'y avait pas de dynamo en fonctionnement, vous et moi, nous ne serions pas en train de parler. Le champ magnétique se serait diffusé très rapidement, au moins de quelques centaines de milliers d'années. La Terre se retrouverait sans champ magnétique et le champ magnétique terrestre protège des radiations cosmiques. Et si vous étiez exposé à ces radiations, vous ne seriez pas là, comme je l'ai dit, et moi non plus. Est-ce que... Donc ça, c'est quand même assez dingue, là, ce qui est mis sur la table. Là. En gros, il y a un phénomène extérieur, on ne sait pas ce que c'est, qui fait que le champ magnétique, au lieu de s'amenuiser dans le temps, je veux dire, se perpétue d'une manière ou d'une autre, et qu'en fait, c'est la conséquence de laquelle il y a encore de la vie sur Terre, sinon il n'y en aurait plus, quoi. C'est assez dingue. Tu veux savoir la science, la réponse de la science, elle te dit, c'est l'induction. L'induction de quoi? C'est l'induction. Je veux dire, il y a une... Ouais. Et il te dit, c'est l'induction. Et en fait, il t'explique, il ne te donne pas d'où vient cette régénération du champ magnétique de la Terre. Il y a un apport d'énergie, là, c'est nécessaire, sinon ça ne fonctionne pas, leur histoire. Il me semble. Donc, moi, je vais aller au bout de ma réflexion et puis après, on peut discuter. Lui aussi fait un lien entre les âges de glace, les inversions des pôles magnétiques. Cela dit, ce qui a attiré mon attention, c'est l'idée que le champ magnétique terrestre reçoit régulièrement un coup de pouce énergétique, sans quoi il finit par se dissiper et la vie ne pourrait jamais avoir lieu. C'est le même principe que le cœur humain qui doit battre de temps en temps pour permettre au corps de continuer à vivre plutôt que d'entrer en décomposition. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut constater un lien direct entre l'activité solaire et l'inversion des pôles magnétiques, car nous sommes en plein milieu de ce processus. Avez-vous déjà vu cette image? Pourquoi il pointe son cœur? Parce que le cœur, ce n'est pas juste une pompe à sang. De la même façon que le soleil, ça, c'est moi qui le dis, je n'ai aucune façon de le prouver autre que mon intuition. Ce qu'on est en train de voir là, c'est que peut-être c'est le soleil qui donne cette impulsion à la Terre pour régénérer son champ magnétique. Mais les répercussions de ça, elles sont... En fait. Il n'y a pas d'autre, en fait, de candidat que le soleil. Et donc, de la même façon que le soleil et la Terre interagissent de cette façon-là, d'une certaine façon, le soleil fait battre le cœur de la Terre et que le champ continue à exister, ce même soleil, du coup, peut-être qu'il fait battre aussi notre cœur, parce que c'est le même principe. Ce qui fait la différence entre un humain mort et un humain vivant, c'est le cœur qui bat. Parce que si tu n'as pas un cœur qui bat, tu es tenu en vie par les machines, mais du coup, tu es un végétal. T'es pas... C'est pas le même état, tu vois.
Entre parenthèses, c'est intéressant cette question que tu poses. Avez-vous vu cette image? Donc en fait, là, c'est le Sacré-Cœur tel qu'il est C'est le représenté. Sacré-Cœur. Que je comprends pas exactement ce que c'est pour être franc, mais je sais qu'il y a un film que je n'ai pas encore vu, qui est sorti très récemment et qui a fait quand même beaucoup parler de lui, où en fait cette question de Sacré-Cœur est remise devant nos yeux là, il y a quelques mois là. Donc apparemment c'est un film très intéressant. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est dans ma liste quoi. Et c'est intéressant en fait. Enfin, c'est comme si tous les sujets pertinents nous étaient balancés constamment à la gueule comme ça là, et on disait bon, parlez de ça parce que c'est ça qui est pertinent. Alors, je l'ai vu, et ce qui est intéressant dans l'histoire de Sacré-Cœur, alors que c'est très indépendant au final de l'émission qu'on fait ce soir, c'est le point commun qu'on y trouve, parce que ça vient d'une femme, une pieuse française dont le nom je ne saurais plus vous redire, qui a eu des visions lors de ses prières, et des visions du Christ qui lui sont venues, et qui a voulu ressentir l'amour que le Christ avait pour la terre, et lui a demandé ça. Et il a permis à son cœur de brûler de l'amour pour la terre. Et elle parlait des brûlures, effectivement, des brûlures physiques, etc. Mais il y a un rapport avec le feu, le Sacré-Cœur aussi, tu vois. Très bien. Les gars, moi, c'est pas de ça que je voulais parler du tout, là. Et en fait, ce que je vous sers ce soir sur un plateau, c'est quelque chose qui est très profond et qui, moi, là, ça m'a lancé le cerveau vers une direction, parce que concrètement, la science de l'éther est en train de revenir, et avec cela, parce que la fusion nucléaire vient inévitablement, c'est ça la fameuse énergie promise par le plan machin truc, etc. Et c'est vrai que le monde va changer d'une façon radicale. C'est-à-dire là, ce qu'on est en train de voir, c'est les efforts finaux d'une saloperie qui ne veut pas disparaître, de survivre, mais elle est condamnée déjà à disparaître, tu vois. Donc on verra ces choses-là, et ça me rappelle que peu importe ce qu'on va vivre dans les temps à venir, donc vous avez dit tout à l'heure, bientôt un dragon qui débarque, enfin le chaos, machin, peu importe ce que ça va être, je sais que ça va être temporaire. Je sais que ça va être difficile à naviguer dedans, parce que ça sera très tentant d'avancer vers une civilisation, vers la technologie qui nous rend de plus en plus esclaves, et ça sera plus difficile de se tourner vers une interaction équilibrée avec la nature, mais ça sera ça le fameux choix. Et on avance vers ça, mais là on a les mécanismes qui nous permettent d'aller plus loin dans l'exploration du divin, de Dieu. Notre cœur n'est pas juste une pompe de sang. Notre cœur, c'est ce qui nous connecte. En fait, est-ce que vous comprenez qu'un humain meurt quand son cœur s'arrête? Point. Moi, cette idée de mort cérébrale et tout ça, pour moi, c'est juste des conneries pour brouiller les pistes. Mais pour moi, la différence entre un humain vivant et mort, c'est lui, son cœur bat, lui, son cœur bat pas. S'il n'y a pas une énergie qui est donnée pour faire circuler le sang, alimenter le corps avec les éléments nécessaires, etc., le corps entre en décomposition. Mais attends, il y a une précision à apporter dans ce que tu dis qui, je pense, est importante. C'est-à-dire que, comme tu disais, c'est temporaire. Il y a besoin d'un coup de pouce une fois de temps en temps, qui pourrait expliquer le fait qu'il y a des gens, leur cœur s'arrête de battre pendant 3 minutes et puis ils reviennent à la vie. Parce que le coup de ils ont, ce processus de décomposition n'a pas encore eu le temps de commencer, et le coup de pouce nécessaire que tu mentionnes ça dépend, hein. Ça commence assez vite. Donc quand tu as un arrêt cardiaque, et si tu reviens pas au bout de quelques minutes, très peu de minutes, tu finis avec des séquelles. Pourquoi? Parce que tu as déjà des cellules dans le cerveau qui sont en train de... Il y a une nécrosée, ouais. C'est vrai. Voilà. Donc, mais est-ce que vous comprenez? Et la Terre, il semblerait que la Terre, elle a la même chose. Elle a un cœur, quelque chose qui fait que, pouf, de temps en temps, le champ nucléaire, il s'affaiblit et pam, ça le relance. Il se trouve que quand ça se produit, ça provoque des fins de civilisation, et ça permet la création de nouvelles civilisations, en fait. Et moi, je vous dis, on est en train de vivre ça. Et je vous rappelle, pourquoi nous fêtons la naissance du Christ le 25 décembre, alors que, d'un point de vue document, il aurait été né plutôt vers le printemps ou un truc comme ça? Mais c'est Quel autre phénomène? Il est né. Hein? C'est le solstice d'hiver. C'est ça. La renaissance du soleil. La victoire du soleil, c'est une fête importante. Ça, en fait, on fête la naissance du Christ. C'est la façon que le Saint-Empire romain germanique avait de voler les fêtes de ce qu'ils appelaient les païens, les gens qui habitaient en paix avec la nature. Ils volaient leurs trucs
Parce qu'en fait, il faut qu'on fasse ces choses-là. Il faut qu'à ces moments-là, il faut qu'on se synchronise avec le soleil. Et avec cette énergie, vous savez ce que symbolise le soleil? Le sacrifice de soi. Le principe paternel, c'est lui qui donne, 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 donne sans rien demander. Pas le principe paternel humain corrompu, le principe paternel céleste, qui lui n'est pas corrompu. Le soleil, il donne. Qu'est-ce que la terre donne au soleil? Donc, c'est vraiment important de comprendre ces choses-là. Et du coup, les réflexions qui sont posées ce soir, vous pouvez les emmener, vous pouvez penser la même chose pour le soleil, parce que son champ magnétique, il devrait aussi se vider. Alors, la durée du soleil serait plus longue parce que ça se mesurerait en quelques milliards d'années, mais le soleil, il a déjà quelques milliards d'années. Donc, ça voudrait dire qu'il se peut que le soleil lui-même autogénère. Oui, vas-y, Rudy, je te vois à l'affaire. Intérieure. Parce que la différence entre la Terre et le Soleil, c'est que le Soleil, il est constamment en fusion nucléaire, et donc il a un apport interne d'énergie suite à cette fusion nucléaire qui fait qu'en fait, il s'auto-alimente, là où la Terre ne s'auto-alimente pas. Sinon, ce serait une étoile et il ferait chaud, quoi. Donc ça pourrait être ça, la réponse. Peut-être que le Soleil lui-même reçoit son énergie cosmique. Son énergie de l'extérieur. Il y a une théorie qui est vraiment pas mal, qui s'appelle l'idée... Enfin, je ne dis pas qu'elle est juste, je dis que je l'ai trouvée intéressante, c'est l'univers électrique. Tout est électrique. C'est-à-dire, et ils te disent, en gros, le soleil, c'est de l'énergie qui vient de l'extérieur. Il y a un phénomène bizarre au soleil. Autour du soleil, il fait 2 millions de degrés. À la surface du soleil, il fait 10 000, 15 000 degrés. Il fait plus chaud autour du soleil que sur la surface du soleil. Et donc, il y a des phénomènes comme ça qui montrent que, voilà, et au niveau de la densité aussi, il y a des choses qui ne sont pas forcément cohérentes et que cette idée d'un univers électrique expliquerait plus de choses. Thunderbolt of God. Et chercher ça, en fait. C'est la foudre des dieux, ils appellent ça. Et moi, ça m'a rappelé l'histoire de Zeus. Et d'ailleurs, un univers électrique va parfaitement dans le sens de la science éthérique. Préparez-vous, nous sommes devant un changement de paradigme. Là, je ne fais que annoncer un changement de paradigme profond, parce que quand vous réfléchissez bien, ce qu'on vient d'apprendre ce soir, c'est que bientôt le monde va changer, une nouvelle technologie va libérer l'humanité, etc. Bien sûr, avant, il y aura l'ancien monde qui va résister un peu, ça va être chaotique, mais ça va être temporaire. Juste n'oubliez jamais ça. Ça va être temporaire. Peu importe à quel point ça peut devenir flippant, dérangeant, plein de choses, ça sera temporaire. Comme le Covid, c'est venu, c'est parti, et maintenant Rémi fait des blagues pour ça. Donc, ça sera toujours pareil. Ok, gardez ça en tête, ne l'oubliez jamais. Mais du coup, on a un changement, on est devant un changement de paradigme. Simplement ce soir, avec cette idée-là, la science de l'éther pourrait ramener Dieu dans le monde de la science. Premièrement, tu vois, l'existence d'un observateur absolu. Un référentiel absolu. Ce serait une réconciliation tant entendue entre la science et la spiritualité globalement. Des nouvelles portes. Et n'oubliez pas aussi le principe de la terre avec un cœur qui bat. Quelque chose qui relance l'énergie nécessaire pour que la vie puisse continuer. Oui, Rudy. Le truc, c'est que ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'on est en train de dire, on est en train de vivre les périodes des révélations. Pour moi, dans ma tête, les révélations, c'est quand on apprendrait qu'Hillary Clinton a fait des trucs pas cool le samedi soir avec des gens qu'elle devrait pas, quoi. Et là, on arrive à un niveau de révélation, mais qui est tellement, d'une magnitude tellement plus importante que ça. Ouais. Enfin, moi, je me rends. Enfin, voilà, je commence à comprendre à quel point j'avais sous-estimé, alors que je croyais avoir compris beaucoup de choses qu'il y avait à comprendre, à quel point l'étendue de ce que j'ignorais encore. Et là, en fait, ces portes s'ouvrent avec ce phénomène que je trouve extrêmement bizarre, c'est que des informations comme celles qu'on vient d'évoquer ce soir arrivent par tous les canaux. Il y a plein de gens de plein de milieux différents, de plein de sources différentes. Il y en a, ils canalisent des trucs avec des anges. Il y en a, c'est des scientifiques qui font du travail de scientifiques, on va dire, rigoureux. Il y en a, c'est des gens qui s'intéressent à la géopolitique. Il y en a et tous ces trucs-là convergent vers ce même faisceau d'idées qui vient d'un peu partout, quand même. Et c'est... je veux dire, je me sens tout petit face à ces phénomènes que je comprends à peine, mais qui arrivent et qui nous disent « regarde, c'est par là que ça se passe, quoi ».
Et en fait, voilà, la question que je me pose, mais c'est quoi ces forces en fait? Du coup, je me sens très très dépassé par tout ce qui se passe. Mais en même temps, c'est très très excitant, quoi. Du coup, ça va beaucoup plus loin que on va avoir de l'énergie abondante et ça va être cool parce que du coup, on va pouvoir se chauffer pour moins cher, etc. Ouais. On est en train d'avancer. Trump, il pousse dans la bonne direction. Ok. Mais moi, je rappelle encore une fois ce que la Bible nous dit. C'est attention, même les élus pourraient se planter si Dieu ne les protégeait pas. Ils seraient tombés sous le charme du faux, quoi. Tu vois. Et pour moi, le problème, c'est que Trump, ce qu'il fait est super. Et je le suis jusqu'à là et j'écoute, etc. Je me méfie de certaines choses qu'il fait. Mais par contre, là, pour la fusion nucléaire, je pense que là, on est plutôt dans la stratégie de séduction. Donc, je pense qu'à un moment donné, il deviendra irrésistible pour le monde entier. Le nom Trump, que ce soit lui ou plutôt son fils. Parce que quand tu réfléchis bien aussi, qu'est-ce que j'ai dit? C'est que Baron Trump va débloquer le temps que Einstein a enfermé dans une idéologie. Ce que j'avais dit, si vous regardez. Et Einstein, moi je viens. À l'époque, je ne savais pas ce que je disais. À l'époque, je ne comprenais pas ce que je disais. Maintenant, en voyant ça, je comprends comment Einstein a pu mettre ça. Parce que quand tu parles de relativité, le temps devient très important. Parce que c'est le temps, la mesure qui permet à la relativité d'exister. Mais le temps lui-même. Comment ça se passe des fois dans ta tête. Écoute, le temps lui-même est mesuré par l'entropie. L'entropie est utilisée pour expliquer le principe du temps. Mais vous savez, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'univers? La vie. La négantropie. Ouais, la négantropie, la vie. Ouais, mais regarde comment c'est drôle. On appelle l'entropie négative, alors que c'est la vie. C'est l'entropie qui est l'élément négatif, celui qui détruit, qui... Ouais. Et c'est là où l'entropie négative, je vois ce que tu veux dire. Tu vois le délire. Donc, l'entropie négative, c'est concrètement la vie. C'est-à-dire prendre des éléments en état chaotique et les mettre dans un état ordonné qui leur donne un sens et une fonction. C'est l'exact opposé de l'entropie qui te dit tout se décompose et tout devient... Vous comprenez dans quoi on est en train de... Entre parenthèses, en cours de physique un tout petit peu avancé, là, dès que tu as passé un peu au-delà du bac, on te parle d'entropie, les principes de la thermodynamique, etc., etc. La négantropie, on ne t'en parle pas du tout. C'est passé complètement sous silence. Et c'est quelque chose qui m'avait surpris quand j'ai découvert le phénomène. Doit être, de leur point de vue, c'est rarement observable, la négantropie, et ils considèrent que c'est négligeable. C'est rarement observable. Tu plantes une plante, t'attends 150 ans, tu te retrouves avec un arbre majestueux qui fait 300 mètres de haut. Enfin, je veux dire, elle est partout, la négantropie, quoi. Et on l'appelle. Mais n'appelle pas ça négantropie. Ils choisissent ce qu'ils regardent. Ils choisissent ce qu'ils regardent. Moi, j'appelle ça la vie, parce que c'est littéralement, c'est là où tous les éléments qui se comportent de manière négantropique, c'est des éléments vivants. C'est le principe de vie, c'est le contraire de l'entropie. Mais regarde ce qui se passe, Rudy. Si on mesure le temps, si pour expliquer le temps, on utilise l'entropie, parce que décomposition, qu'est-ce qu'il fait la vie? Ça veut dire que la vie, elle voyage dans le sens inverse dans le temps. C'est vrai. Et donc, ça veut dire le concept du temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, juste, on met les pieds dans l'eau. Répète cette phrase, parce que là, tu l'as dit comme ça vite fait. Répète la phrase avec le temps. Le temps, a besoin de l'entropie pour être explicable. Et le temps, il nous dit qu'il avance dans un sens. Je peux la prendre, celle-là, si tu veux. Laisse-moi la faire à ma version et tu la fais à la tienne. On sera complémentaires, j'en suis certain. Vas-y, reprenons, on va découper ça. Vas-y. Donc, le temps a besoin de l'entropie pour fonctionner au niveau du concept. Et l'entropie est utilisée comme... il mesure la décomposition, la déstructuration des choses en allant d'un état stable vers des états de plus en plus chaotiques. Et plus ça va vers là, plus le temps s'écoule. C'est comme ça qu'on a mesuré ça. Mais la vie, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire les choses sont dans un état chaotique et elles commencent à formuler des structures cohérentes pour former des corps. Et donc, c'est le même principe que l'entropie, mais dans l'autre sens. Mais du coup, si tu prends en compte ce principe-là, ça veut dire que la façon qu'on voit le temps, elle est complètement erronée, parce que ça voudrait dire que la matière morte avance dans un sens dans le temps et la matière vivante avance dans un autre sens dans le temps. Opposé, ouais. Donc, ça veut dire le temps tel qu'on le connaît avec l'heure qui passe, c'est des conneries, en fait. Il y a le temps du monde et il y a le temps du vivant.
Les gars, on va vers Génial. ça. Un jour, on sera capable de les comprendre, ces phénomènes. Et c'est justement ça qu'on doit chercher. Et ce soir, moi, l'idée de la Terre, elle a un cœur qui bat et qui la régénère pour que la vie puisse continuer dessus, comme notre cœur bat. Mais notre cœur bat à notre échelle quelques fois par minute, mais à l'échelle d'une cellule, par rapport à la durée de vie de la cellule. Le cœur, il bat une fois tous les X années, tu vois. Proportionnellement. J'ai un petit problème. J'ai le chien qui est dans le câble internet là, donc c'est-à-dire qu'il est coincé, il essaie d'avancer, il essaie de reculer. Vas-y, Si je sors ton débranche le chien. câble- Rudy, juste chien. fais des Ah non, mais il est bien, choses, non, mais parce non, si on sort le chien, ça. Non, mais Rudy, quand t'adoptais Non, un c'est corbeau qu'il est aussi. problème Oh, non, mais au live dernier, c'était le chat, on est d'accord. Attendez, C'est les bon, gars, c'est problème bon. de chat. Allez, laisse- c'est Au donc, prochain, il y aura un perroquet, tu vois, il y aura du monde. Et Temps même en. Rudy, je devrais dire, parce que là, vous le voyez beau gosse comme ça, mais vous n'avez pas idée comment il s'est présenté tout à l'heure. Et Rudy, c'est bien. Ça va, Prenons ça un je peu. me le- Ouais, mais c'est non Regarde, live, c'est sacré, c'est important, tu vois, en direct. Mais t'as vu comment t'es coiffé, déjà toi? fait plus beau pour aller au T'as chiottes. pas de leçon. T'as pas de leçon. C'est vrai que t'es pas très bien coiffé, Léo. Je me suis rasé exprès, propre et tout, pour tout le monde. Après, j'ai une sale gueule, mais celle-là, elle ne se lave pas, elle est comme ça. Voilà, pardon. En tout cas, vous voyez, cette émission-là sera vue par des dizaines de milliers de personnes. Peut-être pas tout le monde va comprendre la profondeur de ça. Peut-être que même nous-mêmes, on n'est pas en train de comprendre ce qu'on est en train de dire et qu'avec le temps, on va commencer à intégrer et digérer ces choses-là. Et que rien de tout ceci serait possible sans que je jette un œil sur les travaux de Nuno Loureiro. Ce scientifique a été tué. Donc ils l'ont tué pour le faire taire. Regardez ce qui s'est passé. Tout d'un coup, il y a des millions de personnes qui connaissent leur nom, quelques dizaines de milliers à travers nous, mais il a été vu partout et il a emmené au goût du jour le sujet de la fusion nucléaire, mais pas que. Aussi d'une science corrompue qui va dans le mauvais sens. Et c'est comme ça que fonctionne le divin. Et c'est son esprit qui est responsable, je pense, de ce qui arrive là, tu vois. C'est pour ça qu'on devrait aussi, quand on comprend la finalité de tout ça, on n'a plus peur de la mort. Parce que la mort, pas seulement ce n'est pas la fin, mais c'est un nouveau chapitre d'existence qui multiplie ce qu'on fait par beaucoup. En tout cas, voilà, je voudrais dédier cette émission à ce monsieur, à sa famille, à ses proches, au monde qui a perdu un grand scientifique. Je voudrais le remercier de m'avoir inspiré des sujets de ce soir qui m'ont nourri d'une façon que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant de bonne nourriture. Et que voilà, je partageais avec vous les questions. Voilà, tout ça, c'est grâce à lui. Et malheureusement, il n'est plus avec nous, mais malgré tout, il œuvre quand même parce qu'aujourd'hui, on parle plus de ce qu'il parle qu'avant sa mort. Voilà. N'ayez aucune crainte, il n'y a aucune façon que les forces de décomposition gagnent parce que de toute façon, le soleil finit par remonter dans le ciel, quoi qu'il arrive. Il n'y a que 3 jours entre le 21 et le 25, c'est le 22, 23, 24, où le soleil ne bouge pas trop. Et c'est les périodes les plus obscures de l'année. Dites-vous qu'on est là et que c'est 3 jours. Et qu'à la fin de ces 3 jours-là, le soleil commencera à se lever à nouveau dans le ciel. Donc, quoi qu'il arrive dans les temps à venir, voilà, c'est ça le vrai message du Christ. C'est garder votre connexion avec le sacré, avec le divin, quoi qu'il arrive, parce que quoi qu'il arrive à la fin, la vie finit toujours par gagner l'entropie. On va dire ça comme ça. C'est la force opposée. Belle conclusion. Donc, et du sujet. Là, le cœur vous dit, cherchez, pensez, concentrez-vous. Moi, je vais essayer de faire ça, on m'a conseillé de faire ça, de faire des méditations, les yeux fermés, où je me concentre sur le cœur et où j'essaie de placer ma conscience au niveau du cœur. Je ne sais pas qui c'est qui m'avait parlé de ça, mais j'ai vraiment envie d'essayer de le faire, de me poser dans un coin et de, tu vois, descendre ton état de conscience dans le cœur, c'est-à-dire tu essayes d'être attentif à ton cœur. Et tu essayes justement de placer comme si tes yeux étaient là, en fait, d'une certaine façon. Et
Parce que la vraie existence vient de là. C'est ça le plus grand cerveau et le plus puissant du corps. Parce qu'on a 3 cerveaux. 1, 2 et le ventre. Mais c'est celui-là qui donne la vie. C'est la vie. C'est l'âme, anima, ce qui anime le corps. Ça vient de là. Et c'est ça qui ne nous appartient pas. Et c'est ça qu'on vole à Dieu. Parce que Dieu fait battre notre cœur pour qu'on vive. Et que nous, on fait des choses qui vont contre la création que Dieu a mis en ordre pour nous. Vous comprenez? Notre cœur bat parce que Dieu nous aime et nous pardonne. Peu importe à quel point on est moche, on est con, on est stupide, on est arrogant, on est ignorant. Chaque battement de cœur, c'est une nouvelle opportunité d'avancer vers quelque chose qui nous apporte plus de paix. Pas plus de richesse matérielle, des choses comme ça. Ces choses, c'est des chaînes qui nous attachent, c'est des responsabilités qui nous bouffent. C'est le cœur. OK? Sur ce, les amis, voilà, encore une fois, on dédie cette émission à ce grand scientifique. Les gars, si vous voulez dire bonne nuit, c'est maintenant. Non, je tiens, Noël aussi. avant de dire bonne nuit, je tiens à remercier Léo pour cette émission, parce que franchement, c'en est c'était la plus importante de tout le temps. Et franchement, non, celle-là, elle a tapé juste. Quand même, on est parti de l'actualité des Trump, machin, etc. Et on a traversé la géopolitique pour descendre vers la fusion nucléaire, de la fusion nucléaire, aller vers la philosophie de la science, refaire l'histoire d'Einstein et puis rentrer dans les aspects spirituels de toutes ces choses-là. Je trouve que c'est un exercice formidable de, comment ça s'appelle, de l'approche holistique du réel. De l'approche holistique de réel. Et je tiens à te féliciter, Léo. Bravo, super émission. J'espère que vous êtes régalés aussi. Et sur ce, je rends la parole à Rudy pour dire un dernier mot. Prenez soin de vous. Très joyeux Noël. Avant Nico, et à bientôt. que tu as fait une super belle conclusion et du coup, j'ai rien d'intelligent à ajouter. Donc, merci pour votre temps, pour votre présence. Et puis voilà, on vous embrasse. On se voit normalement une dernière fois avant la fin de l'année. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye. Les gars, parce qu'il fallait finir le live aussi en auteur, il y a quelqu'un qui m'aide avec les émissions et que je remercie énormément. Merci. P, la lettre P. Voilà, je ne vais pas donner le nom parce qu'il va rester tranquille. Regardez ce que j'ai sur mon écran. Vous reconnaissez ce bonhomme? Bill? Mais c'est Bill. Vous savez d'où ça vient? Les dossiers Epstein? Apparemment, il y a les dossiers. Department Central, you are in a line for Department of Web Content. Il y a tellement de gens qui veulent se connecter que... C'est saturé. Les documents Epstein sont sortis. J'en ai d'autres ici. Bon, alors là, on ne voit pas derrière le carré, mais apparemment, voilà, Ça, c'est Ghislaine Maxwell avec Clinton dans un des logements Epstein. Durant un voyage. Ensuite, pareil, Maxwell avec Clinton. Vas-y. Ouais. Et bref, en gros, vous avez... Mais je viens de les recevoir là, 22h38. Entre 22h30 et maintenant. Donc, on finit cette émission en vous disant qu'il se peut que le dossier Epstein soit sorti et avec tout ce que ça engendre derrière, ce qui expliquerait aussi pourquoi l'Union européenne est en panique totale avec les réseaux sociaux et tout, mais ce qui explique aussi qu'on ne s'est pas planté sur tout ce qu'on vous a dit et je pense que ce soir, on ne s'est pas planté non plus en vous disant qu'on aura la fusion nucléaire d'ici pas longtemps, que ça sera super pour l'humanité, ça va créer des périodes de paix, ça va créer des rapports humains meilleurs, ça va créer un monde meilleur. Et c'est à ce moment-là qu'on aura l'opportunité de construire, nous, un monde que lui va pouvoir traverser le 7e saut de l'Apocalypse, on va dire. Voilà, on va appeler ça comme ça, parce que c'est des choses, vaut mieux pas... Enfin, il y a plein de choses qui sont mieux de découvrir soi-même que de les entendre sur Internet. Donc, sur ce, moi, je dis merci à vous, les gars, parce que vraiment, vous êtes des partenaires. Je vous aime tellement fort et vous êtes vraiment des... Si vous n'étiez pas là, j'aurais abandonné il y a très longtemps. Si les gens n'étaient pas là, j'aurais abandonné il y a très longtemps. La conclusion, donc, est très simple. Nous formons finalement une sorte de corps ensemble aussi. Et on a un cœur qui bat, et le cœur qui bat, parfois c'est nous, parfois c'est le public. Quand j'ai rencontré les gens à la soirée de Rémi, mais ça m'a rempli.
ça m'a rechargé à nouveau parce que tu te sens pas inutile. Et quand tu te sens pas inutile et que tu sais que ce que tu fais, ça fait des résultats, ben écoute, ça te motive. C'est un carburant sain à utiliser pour avancer dans les émissions. Donc merci à vous les gars. Merci à Thierry, qu'on peut évidemment pas oublier, le 4e moustiquaire qui est toujours là, toujours présent, toujours efficace. Et grâce à lui, on a des émissions qui sont très jolies. Et du coup, même quand on dit des conneries, ben on le dit avec classe, tu vois, c'est cool. Avec un esthétisme certain, ouais. Merci Thierry, merci beaucoup, merci à tout le monde, merci vraiment, je suis très reconnaissant. Et juste rappelez-vous que Noël, à l'origine, ce n'est pas une fête où on est censé se gaver de toutes sortes de nourriture, c'est une fête plutôt où on est censé incarner le principe solaire, c'est-à-dire donner sans avoir des attentes de retour de quoi que ce soit. Donc n'oubliez pas, un petit geste comme ça ce Noël pourrait littéralement changer le monde. Sur ce, soyez tous bénis et que la paix et la sagesse soient votre lumière. À très bientôt. On se voit, alors soit le 25, soit le 26. On verra, mais on se verra. On sera là.